Bonjour à tous, bonjour Senta, merci de nous recevoir. Alors, on se connaît bien puisque tu travailles beaucoup pour Nexus depuis des années. Je remontre ton travail, tu es journaliste spécialisé sur les sujets de santé, dont la vaccination. Tu nous as fait des super dossiers, donc celui-là sur le plan mondial de la vaccination. Et puis depuis quelques numéros, la chronique d'une dictature mondiale, parce que ça fait au moins, combien on pourrait dire 5, 10 ans que tu travailles sur le sujet, que tu maîtrises un peu tous les rouages Ouais. des enjeux avec les États, les institutions officielles, les enjeux de santé, les risques sanitaires que tu as pu constater. Et puis, tu as découvert vraiment un univers où finalement les fabricants faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et c'est ce qui nous a amené à cette interview d'aujourd'hui, puisque tu es coproductrice du film 1986 The Act avec Andy Wakefield, qui a été très longtemps marginalisé, décrédibilisé à tort et diffamé. On a fait une longue conférence pour expliquer un petit peu les rouages, comment la machine médiatique s'est enfoncée sur lui. C'est vraiment pas du tout attaché à respecter les faits. Donc, on a vu vraiment l'inversion accusatoire sur un chercheur comme lui. Et ce film que tu as coproduit là, c'est vraiment une grosse claque puisqu'il centralise toutes les informations, surtout aux États-Unis, puisque en fait, c'est là que tout se joue, hein. Et finalement, il y a eu une guerre, je dirais une guerre à mort avec les institutions, l'État qui a couvert, tu vas nous dire tout ça en détail, Voilà. et qui a amené à ce film de 2 heures, là, tout récemment sorti. Donc, la première question, c'est pourquoi tu as accepté de travailler, de coproduire ce film et qu'est-ce qu'on peut vraiment y découvrir? Voilà, mais merci pour toute cette introduction. Et en fait, il y a un lien entre mon premier article dans Nexus, qui était à l'occasion de la sortie du film Vaxt, voilà, que j'avais traduit à l'époque, et puis que j'avais voulu introduire en Europe. Donc, on a essayé à l'époque d'organiser un débat sur la sûreté des vaccins au On est en quelle Parlement année européen. là? En 2000, donc le film est sorti en avril 2016 Le et en premier film février, d'Andy Wakefield. oui, oui, c'est ça, Vaxxed. Et en février 2017, on a fait une tentative d'organiser un débat au Parlement européen avec le film et puis la première à Bruxelles, Paris, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi, enfin voilà, que j'ai proposé de publier dans Nexus. Donc nous voilà avec je dirais le film suivant. La Alors fille. c'est vrai que c'était une sacrée aventure. Euh, je pense qu'à l'époque, je me rendais compte que c'était un sujet vraiment très chaud. On avait une idée de l'étendue déjà de l'influence voilà, de l'empire pharmaceutique, etc., de la censure, mais je dirais, dans ce qui s'est révélé par la suite, je veux dire, l'ampleur de tout ça, non, là, je pense que personne ne s'en rendait vraiment compte. Parce que Mais qu'est-ce que Vax t'a pointé du doigt et oui. pourquoi il a été aussi critiqué, marginalisé, combattu? Voilà, donc VAX, c'était la fraude scientifique dans une étude qui mettait en lien la vaccination et plus spécifiquement la vaccination ROR par rapport au déclenchement de l'autisme ou à la régression autistique, avec des chiffres qui sont quand même alarmants. Donc voilà, ça fait des années qu'on essaye de camoufler ce truc. Il y a eu toute une succession d'études biaisées. Puis il y a quelques années, bon, il y a une fameuse étude où il y a eu un lanceur d'alerte qui a dit: je suis désolé, en fait, on a menti, on a triché, on a changé les données, on a manipulé le truc. Il faut en parler. Il Et s'appelle donc ça, comment c'était lui? le sujet du film. C'est celui William qui... Thompson. C'est C'était en ça, oui. 2014, William Thompson. Et en fait, à ce moment-là, euh, au même moment, euh, il a été mis sur pied l'agenda global de la vaccination, donc le Global Health Security Agenda, qui a, je dirais, lancé vraiment le gros de la stratégie actuelle qui se développe depuis lors, qui se déroule, je dirais, étape par étape,
de la stratégie actuelle qui est de vacciner, la vaccination obligatoire sur toute la planète pour tous, à tous les âges, et qui a intimement lié la vaccination avec l'idée de l'agenda sécuritaire, c'est-à-dire de pouvoir outrepasser tout ce qui est normalement bétonné en termes de, je dirais, de droits voilà, personnels, donc de ne pas imposer des traitements obligatoires, donc tout ce qui était bétonné normalement, les libertés fondamentales qui sont dans les constitutions, dans la loi chez nous comme la loi Kouchner, etc., les droits du patient, le consentement éclairé, et donc qui permettent en fait de tout à coup déclarer l'urgence et légiférer des lois qui vont permettre de vacciner tout le monde. Et ce qui est dingue, c'est que maintenant, en fait, à ce moment-là, se sont mis ensemble non seulement l'industrie pharmaceutique et je dirais tous les ministères de la santé, alors tout ça, je dirais lancé par Washington, guidé quand même par les Américains essentiellement, mais aussi on travaille en collaboration étroite avec le département de la justice et de la défense. Et donc c'est là maintenant où on voit cet agenda sécuritaire qui est à la fois avec du tracking, du tracing, voilà, tout ça c'est mis en place. À ce moment-là, d'ailleurs, on en parle dans 2 articles, celui que tu viens de montrer, je crois, avec le plan global de la vaccination, voilà. C'est un gros dossier dans lequel tu expliques vraiment tout ça en détail. Et puis, on voit que tu as vraiment ciblé on va dire les protagonistes les plus importants dans cet agenda, puisque tout le monde va tout de suite crier au complot. Là, on essaie vraiment sur une structure où il y a du conflit d'intérêts, des projections hégémoniques aussi, puisqu'on a vu aussi, tu nous diras peut-être dans 1986, où on voit les documents officiels de la CIA qui parlent de l'hégémonie américaine à travers les plans de vaccination. Donc, on a une vraie stratégie. En fait, on n'est pas du tout dans ce qu'on peut voir sur le web. Là, tu as vraiment traité le sujet de manière assez sérieuse. Fondation si je peux t'interrompre là. Parce que je nommais juste les acteurs. Dans l'année précédente, dans un article sur la rougeole, et parce que en 2014, évidemment, comme c'était le vaccin RER, l'autisme, etc., donc ils ont mis le paquet. On a eu toute la campagne vaccination contre la rougeole, et donc là, il y a eu l'objectif de vacciner tout le monde contre la rougeole. Donc ça a démarré à ce moment-là. Et évidemment, une fois qu'on fait passer un vaccin, on essaye de faire passer tous les autres. Moi, pour te dire, en suivant tout ce qui s'est passé dans cet agenda, personnellement, j'étais convaincue, ici, je veux dire, à l'automne, j'étais absolument convaincue qu'il y aurait une déclaration de pandémie cet hiver. Je veux dire, j'aurais parié 10 000 euros. Maintenant, je ne savais pas quel virus et je ne me suis jamais imaginé qu'il y aurait le confinement. Enfin, je veux dire, là, en fait, par rapport à tes informations, par rapport à ton analyse, tes informations et la trajectoire que tu voyais prendre, tu savais que c'était l'aboutissement final. Mais je savais que cet hiver, on allait déclarer la pandémie parce que d'une part, la stratégie rougeole ne fonctionnait qu'à moitié. Il y a quand même des gens qui ont déjà eu la rougeole et qui ne sont pas terrorisés à l'idée d'avoir la rougeole. On ne peut pas tout le monde partout juste pour imposer des vaccins sous prétexte que les gens vont avoir la rougeole. Enfin, bon, oui. En France, on parle de combien de morts, par exemple, de rougeole? Ouf, il y en avait en moyenne 1 par an. Alors, de choses assez… C'est vrai que ça nous a surpris. On parle de… Moi, j'avais vu 2-3 morts par an, mais c'est vrai qu'effectivement, on est sur des chiffres qui se comptent sur les… Oui, c'était ça. Il y en avait eu. Et puis, donc voilà, mais surtout, il y a eu, particulièrement aux États-Unis, dans chaque État, les 2 dernières années, de très, très grands combats entre le désir de vouloir pousser, étendre les obligations vaccinales, ou en tout cas, chez eux, retirer, supprimer les droits qui s'appellent d'exemption, et en particulier religieuses.
Donc, il leur permettait d'invoquer des motifs religieux voilà, pour refuser la vaccination. Et dans chaque État, voilà, il y a eu d'énormes bagarres avec de plus en plus d'opposants, de plus en plus d'études, de controverses, etc. Et donc, sachant que les démocrates aux États-Unis sont à 100% sur l'agenda des obligations vaccinales et qu'on arrivait à nouveau en période électorale, donc moi, ça me paraissait un des facteurs déterminants, c'était ça. C'est voilà, on va entrer en campagne électorale, donc là, ça va revenir au niveau national. La deuxième chose, c'est que les banques étaient en faillite. Bon, ben, on sait bien depuis le mois d'octobre, donc il fallait provoquer, je dirais, la crise. Bon, en général, c'est une guerre, mais on préfère un virus. Oui, on a eu remarquons qu'on a eu la crise des subprimes en même temps que l'histoire du H1N1. Hein. Bon. Voilà, je pose la question. Mais ici, c'était clair. Donc, voilà, maintenant, on a un super prétexte. C'est la faute à personne, c'est la faute du virus. Parce que quand même, on n'a jamais vu des intérêts négatifs non plus. Je veux dire, Oui. On était vraiment à bout de course. Bon, il fallait quelque chose C'est du se jamais passe. vu, là. Voilà. Et puis après, bon, bah, on prépare la pandémie avec des injections massives au G7, G8, au forum de Davos, les pandemic bonds, la Banque mondiale, etc. L'event 201 où ils ont déjà répété le scénario. Donc, c'était inévitable que, enfin voilà, bon, ils l'annoncent et puis après, on les voit avec un grand sourire triomphal pour dire j'avais raison. Mais quand on voit par exemple Bill Gates, qui dirige quand même l'OMS, tous les éléments de réponse à la pandémie sont déjà prêts depuis bien longtemps. Et donc, ils financent à la fois tout ce qui a préparé à déclarer les instituts qui faisaient les projections, etc., comme Neil Ferguson, et tous les éléments de réponse. Mais bon, on va parler du film maintenant. Tout ça, effectivement, tout voilà. ça t'a amené à collaborer et à coproduire ce film, donc d'Andy Wakefield. Et qu'est-ce qui a fait que tu as pensé nécessaire de produire ce film, puisque finalement, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont déjà disponibles, même si elles ne sont pas relayées par les médias officiels. Et quelles sont les informations majeures que tu as pu découvrir à l'occasion de ce film? Bon, d'abord, je ne suis qu'une petite coproductrice, hein. Je ne suis pas la productrice du film. Voilà, pour l'Europe surtout. Disons que ce qui est vraiment essentiel, c'est de montrer, et c'est un peu ce que je faisais aussi dans mes articles, c'est-à-dire c'est d'assembler les pièces d'un puzzle pour avoir vraiment un regard, je dirais prendre un peu de la hauteur et voir un regard sur les stratégies, l'ensemble des éléments d'une stratégie et son historique. Et en fait, c'est un film qui explique tout simplement pourquoi, moi j'ai sous-titré en français le film en disant « Quand Pharma fait la loi », comment ça se fait qu'on est aujourd'hui dans une situation où c'est l'industrie véritablement qui décide la loi, on va dire, en matière de vaccination. Donc, ce n'est pas uniquement du lobby, donc notamment par rapport à toute la question de la responsabilité en cas d'accident, des études, de la sécurité, etc. Et le fait que globalement, on va dire, il y ait une forme d'immunité pénale et immunité en responsabilité civile aussi pour l'industrie par rapport aux dommages vaccinaux a malheureusement entraîné, je dirais, une explosion de recommandations vaccinales, puisqu'en fait, ce n'est pas compliqué, il n'y a pas de responsabilité en cas de dommage, donc on peut en mettre, je dirais, c'est le système vraiment du racket parfait, c'est le Graal du marketing. En fait, ce que tu as découvert, c'est que les fabricants de vaccins échappent à la responsabilité juridique de leurs produits qu'ils mettent sur le marché. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc, la loi de 1986 aux États-Unis, c'est une loi qui a permis donc aux compagnies pharmaceutiques de ne plus effectivement être responsables pour les dommages vaccinaux et qui devait normalement
procurer une forme de système de compensation pour les victimes. Et donc, qui ont instauré en fait une sorte de compétences administratives. On a sorti la vaccination des tribunaux, du système normal de la pyramide habituelle des tribunaux, pour organiser une sorte de juridiction administrative avec ce qu'ils ont appelé un système qui normalement aurait dû favoriser les victimes, donc avec ce qu'ils appelaient des table injuries, c'est-à-dire où il y avait une série de dommages vaccinaux qui étaient reconnus, où le lien entre le vaccin et voilà, la maladie ou le dommage était admis. Et donc, si on pouvait prouver, entre guillemets, que ça s'était passé suite à la vaccination, je ne sais pas, moi, on va dire, par exemple, un cas d'épilepsie, voilà, qui s'était déclenché après, si c'était admis, je dirais, reconnu dans le tableau, c'était plus ou moins dédommageable, on recevait une compensation relativement vite dans l'année. Or qu'avant ça, tous les cas devaient chacun prouver le lien, et c'était des cas individuels. Donc c'était un système qui devait quand même bénéficier aussi aux victimes, mais qui malheureusement, au moment où il a été voté, a été sapé au même moment par d'autres mécanismes. Et donc c'est vraiment tout ça. Là, on est en quelle année aux États-Unis quand cette structure est créée? En 1986. 86. Donc c'est à partir du moment où ils déresponsabilisent les industries, les fabricants de vaccins, qui créent cette structure, entre guillemets, justement pour compenser oui. et apporter une réponse en cas de risque. Et donc, c'est à l'État d'assumer le risque. Voilà, exactement. Exactement. Donc, il y a un budget qui est alloué, il y a une procédure voilà. Où on essaie de favoriser la procédure en faveur du plaignant, en tout cas de la personne qui se dit victime. Et ce qu'on remarque, c'est que petit à petit, ça va se déliter et que la machine ne va pas bien fonctionner, même si j'ai cru comprendre, sauf erreur de ma part, que dans les premières années de fonctionnement, beaucoup de familles de victimes ont réussi à obtenir gain de cause. Voilà, tout à fait. Donc, d'ailleurs, on voit dans le film, il y a un avocat qui s'appelle Mike Hugo. Et Hugo est un des premiers avocats donc, qui déjà, au début de sa carrière, se lance dans les procédures voilà, pour obtenir des compensations. Et au départ, effectivement, la première année, pour eux, c'était formidable parce que dans les premiers procès qui passaient dans cette nouvelle, je dirais, juridiction administrative, eh bien, les victimes avaient un dédommagement dans l'année, alors qu'en général, ça prenait parfois 6 ans ou plus. Et donc ils se sont dit, voilà, super. Sauf que, il y a deux choses. En fait, il y a eu deux conséquences très importantes. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais la première, c'est qu'à partir du moment où l'État devenait responsable, c'était l'État qui devait payer. Et quand il n'y en avait pas trop, ça allait. Et puis quand plus de gens ont entendu parler et qu'ils ont augmenté par ailleurs, parce qu'en fait, une des conséquences, c'est que l'industrie s'est sentie beaucoup plus à l'aise pour produire des nouveaux vaccins, pour augmenter l'offre, etc., pour passer des recommandations vaccinales, parce qu'il faut savoir que les gens qui sont dans les comités de recommandations vaccinales, 95% aujourd'hui déclarent des liens d'intérêt directs avec l'industrie. Certains, par exemple, Polofit, ont même des brevets sur certains vaccins. Donc, voilà. Oui, c'est incroyable. Et puis, voilà. Et puis le CDC, qui est censé contrôler des vaccins, a des brevets sur des vaccins, fait un chiffre d'affaires dans la vente de vaccins de 4,5 milliards de dollars par an. Donc, c'est une situation complètement aberrante. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à introduire de plus en plus de vaccins. Et parallèlement, on a aussi vu un nombre croissant de personnes qui sont venues, évidemment, de victimes. Et là, ça a posé problème. Et notamment avec des vaccins, avec l'autisme et la vaccination. Parce que là, évidemment, bon, on parlait, je veux dire, les dédommagements, les compensations, on parle d'environ parfois 1 million. Ça pouvait aller entre 1 million et 20 millions de dollars. Donc,
faut voir que si ça fait plusieurs milliers de personnes, ça commence à chiffrer, quoi. Ouais. Parce qu'en gros, si on recontextualise un peu l'enjeu dans tout ça, Oui, si j'ai bien compris, c'est que beaucoup des accidents qui sont, on va dire, remontés par les familles des victimes font état souvent de cas de troubles du spectre autistique. Une régression très très vite des enfants dans les semaines, les mois après un ou plusieurs vaccins. Et c'est vraiment là où on remarque aux États-Unis, si je ne me trompe pas, qu'il y a une croissance exponentielle du nombre référencé du nombre de cas d'autistes. oui. On est passé à un enfant sur 36 aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ça? Oui, même, alors ça dépend, mais même 33, oui, parfois même On était moins. combien il y a 50 ans? Est-ce qu'on… Il y a 50 ans, je ne sais pas si on avait des très bons chiffres, mais de mémoire, il y a 15-20 ans, on était à 1 sur 10 000. 1 sur 10 000. Mm. Est-ce qu'il y a Ouais. une maladie, une épidémie qui a déjà eu un tel gain de croissance? On est passé en 15 ans de 1 sur 10 000 à 1 sur 36. Non, 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 non. Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu modifié. Il y a eu des modifications il y a eu un meilleur reporting, etc. D'accord, On a, entre guillemets, changé les critères de diagnostic d'une manière qu'effectivement, plus de cas ont été rapportés, d'accord. mais pas de quoi expliquer, pas de Trois- quoi expliquer ça, ça trois c'est clair. croissants. Parce que là, c'est 300 fois plus. Oui, non, c'est fou, hein, je veux dire. Elle est là, la véritable épidémie, hein. Parce que donc le coût, il est estimé entre, il y avait une étude euh, j'ai oublié quelle université, mais une université très connue aux États-Unis, UC Davis, je crois, qui estimait que pour 2025, le montant, le coût, entre guillemets, aux États-Unis de l'autisme s'élèverait entre 500 milliards et 1 trillion de dollars, le coût annuel. Bon. Oui, Donc on voit bien qu'évidemment, imaginons que les compagnies pharmaceutiques doivent supporter un tel coût, c'est tout juste impossible. ouais. C'est la fin de l'industrie. Donc Mais tout bon, ce sera l'enjeu, la fin de l'État aussi. tout l'enjeu, c'est de pouvoir, entre guillemets, faire un lien de corrélation entre ces cas d'autisme et les Oui. vaccins. C'est aussi dans la même période où le nombre de vaccins obligatoires a drastiquement augmenté aux États-Unis aussi. On voit vraiment un parallèle entre le moment où les vaccins obligatoires augmentent et où les maladies chroniques, parce qu'il n'y a pas que l'autisme, bien sûr, il y a l'augmentation de l'autisme, mais il y a aussi l'augmentation des maladies chroniques chez les enfants en particulier. Donc aujourd'hui, 54% des enfants américains ont une maladie chronique. Et en ce qui concerne la mort subite du nourrisson, puisqu'ils vaccinent le premier jour de vie, ils sont très très bas aussi, ils sont très, très mal mis dans le classement. D'accord. Donc voilà, oui, c'est un gros problème. Alors Voilà. aujourd'hui, les parents qui essaient de faire valoir un petit peu leur cas, la maladie ou ce qu'ils constatent sont marginalisés, hein. En tout cas, en France, on le voit. Beaucoup d'accusations, d'attaques Mhm. au complotisme, entre guillemets, et à la fake news. On a rencontré, nous, en tout cas de notre côté, beaucoup de parents qui ont vraiment fait des constats très simples hein, sur comment étaient leurs enfants avant le vaccin, comment ils sont après. Donc, on va dire qu'à partir de là, c'est assez factuel. Bon, en France, c'est clairement impossible de pouvoir aller jusqu'à faire payer un fabricant de vaccins et de faire reconnaître par la justice, quoique il y a eu récemment, ces dernières années, Mhm. des cas où certains tribunaux ont reconnu des liens de cause à effet probables. Bon, c'est assez faible, je trouve, par rapport aux États-Unis. En tout cas, aux États-Unis, c'est une affaire qui dure depuis plus de En- 60 ans. alors, oui, oui, donc aux États-Unis, il y a plus, il y a, il y a environ, il y a un système de reporting, mais qui est très mauvais, mais qui existe quand même. Donc, chaque année, il y a pour plus de 4 milliards qui sont déboursés tout simplement en montant pour les dommages vaccinaux. Ce qui s'est passé, en fait, là où ça. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien dans le film comment l'industrie sait. Et depuis le tout début même, hein, on peut remonter tout à l'heure à la polio ou même avant, mais comment à chaque fois il y a cette collusion entre l'État et l'industrie pour protéger les institutions de santé publique,
la pharmacie, évidemment, son business, mais je dirais aussi la crédibilité de l'État et les programmes, entre guillemets, de la vaccination, toujours avec ce mythe que, voilà, mais globalement, et je pense que beaucoup de gens en étaient eux-mêmes convaincus en disant, globalement, voilà, ça sauve des millions de Le vies, et donc bénéfice-risque est voilà. favorable. Oui, voilà, mais en fait, voilà, je pense qu'on ment vraiment depuis le tout début. Mais il y a, dans cette histoire, on voit très bien dans le film, sur l'histoire, le procès omnibus autisme, si on revient un tout petit peu à l'autisme, euh, comment en fait, à chaque fois, on change les paramètres, on change les règles en permanence en fonction du résultat qu'on a besoin d'obtenir dans l'immédiat. Donc, Alors là, sur ce cas précis de la procédure omnibus, qu'est-ce qu'elle est? oui. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, donc il y avait petit à petit, on a introduit les vaccins multiples, notamment le vaccin ROR. Il y avait déjà le DT coqueluche qui a posé pas mal de problèmes, puis il y a eu le vaccin ROR, et apparemment, c'était surtout les vaccins multiples qui posaient les plus gros problèmes. On ne va pas dire qu'il n'y en a pas eu avant, mais voilà. Et donc, de plus en plus de gens effectivement portaient plainte de victimes, et souvent, elles étaient au début, donc le lien de causalité était reconnu parce que c'était beaucoup des cas où en fait il y avait des fortes fièvres, parfois des convulsions, des crises d'épilepsie, et puis ça menait à une encéphalite, donc un problème d'inflammation cérébrale, qui lui-même devenait, je dirais, un peu chronique et entraînait par après un syndrome autistique, donc une régression vers l'autisme, etc. Et donc, au départ, il n'était pas, je dirais, dédommagé. On ne reconnaissait pas, disons, un lien direct entre autisme et vaccination, mais entre encéphalite, méningite, par exemple, voilà, qui avait pour conséquence le développement de troubles autistiques. Et donc, c'est dans ce cadre-là, ils étaient quand même, le lien était établi. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, peut-être environ, je pense que plus de 5000 familles avaient porté plainte. Bon, on voit déjà ce que ça fait. Imaginons, allez, on va prendre le chiffre d'1 million de dollars par personne. Ça fait déjà un gros budget. Donc, à ce moment-là, ils ont dit, OK, on va réunir tous ces gens-là en une seule procédure. Au lieu de traiter 5400 cas, donc ça c'était déjà après la création du tribunal des vaccins, comme ils l'ont appelé, hein, la juridiction, donc après 86, ils ont dit voilà, on va faire un grand procès. Pourquoi? Parce que comme ça ne faisait pas partie, l'autisme ne faisait pas partie du tableau où on pouvait avoir une compensation automatique, dans ce cas-là, il fallait prouver, entre guillemets, qu'il y avait, voilà, il fallait faire des études, il fallait examiner les cas, il fallait rechercher un lien de causalité. Et donc, on a regroupé tous ces cas. On a dit, voilà, on va faire une seule procédure, et au lieu de vous traiter tous ensemble, d'examiner tous les cas, on va en prendre 6. On va pêcher 6 cas au hasard, anonymes, voilà, des numéros. Et dans ces 6 cas, on va examiner 2 théories. Il y en a 3 où on va examiner, certains disaient c'est probablement le mercure qu'il y a dans les vaccins, qui aurait pu mener à l'autisme. Et donc ça, c'était pour d'autres vaccins que le vaccin ROR, hein, notamment pour les vaccins, il y avait aussi des gens avec le vaccin polio, ou diphtérie, tétanos, coqueluche, où il y avait du mercure. Et d'autres disaient, non, nous, c'est plutôt le vaccin ROR. Et donc, on a dit, on va prendre ces cas et on va demander à la fois des expertises et en même temps, on va faire des études. Et là, on voit où interviennent toutes les histoires de la fraude des études sur Vaxt. Voilà, dans quel contexte toute une série d'études ont été produites, parce que c'est au moment du procès Omnibus Autisme. Et donc là, ils appellent un expert, très intéressant ce qui s'est passé avec ces 6 cas. Donc le premier cas a été, ils ont appelé un expert qui s'appelait Zimmerman, qu'on voit dans le film, qui était un des grands experts de l'autisme à l'époque.
et un immunologue aussi, voilà. Et bon, Zimmerman a dit non, non, je vois pas de lien direct dans ce cas. Et le deuxième cas sur lequel il devait se prononcer, hasard absolument inimaginable, se trouve être le cas de Anna Pauling, dont on entend parfois parler et dont on parle très clairement dans le film. Et Anna Pauling est justement la fille d'un de ses collègues. Et c'est un cas sur lequel il a publié justement l'établissement d'un lien de causalité entre l'autisme et la vaccination. Donc, chose inconcevable, mais ça, il l'ignore parce qu'il n'a pas le nom du cas qu'il va devoir. Et donc, c'est pour ça qu'on renvoie l'expert après le premier cas. On dit, c'est merci monsieur, on n'a plus besoin de vous, parce qu'il se rend compte qu'il va devoir témoigner dans un cas pour lequel il vient de publier l'année qui a précédé, dans l'année ou dans les mois qui ont précédé, pour lequel il vient de publier justement une étude qui montre qu'il y a un lien de cause à effet. Donc ça voulait dire qu'il allait falloir indemniser tout le monde, quoi, ou en tout cas une bonne série. Ça ouvrait vraiment la porte à l'indemnisation. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a renvoyé l'expert, on a retiré cette famille-là, le cas Anna Pauling, de la procédure. On leur a donné, je ne sais plus combien de millions de dollars, plusieurs millions de dollars, avec donc ce qu'ils appellent un settlement, hein, donc voilà un accord, avec un accord de confidentialité, l'interdiction de jamais dévoiler les détails du truc. Et on a repris les conclusions que l'expert avait faites pour le premier cas et on a dit voilà, maintenant, c'est bon, on a extrapolé, il n'y a pas de lien entre l'autisme et la vaccination. Donc ça aboutit à, on va dire, ça a fermé la porte. Fermer toutes les portes. Pour qu'il y ait combien de personnes impliquées dans ce dossier collectif? Alors, d'abord, pour les 5400 personnes, je pense, qui étaient impliquées là. Mais comme aux États-Unis, on est sur un système de précédent, on va le voir qu'en fait, il est devenu pratiquement... Il restait qu'une seule porte pour pouvoir, entre guillemets, attaquer pour l'autisme et vaccination et l'industrie pharmaceutique, et elle a été refermée dans un autre procès. Mais en gros, c'est verrouillé. C'est pas comme chez nous, hein, où on peut revoir d'un procès à l'autre. Et donc, ça a verrouillé la porte à tout le monde. Et alors, il y a eu un deuxième cas tout à fait incroyable, c'est-à-dire qu'il restait un moyen d'attaquer l'industrie. Et c'était dans le cas spécifique, je dirais, qui est presque une sorte de ce qu'ils appellent le tort litigation, donc où on peut démontrer qu'il y a véritablement une fraude, une mauvaise intention, une mauvaise action, un tort dans le chef du fabricant. C'est-à-dire si le fabricant dit moi je ne savais pas que mon produit, je ne savais pas que mon produit avait des problèmes, bon ben il peut avoir une responsabilité civile. Mais si en réalité, on peut démontrer qu'il était au courant, qu'il aurait pu faire un produit plus sûr et qu'il ne l'a pas fait, donc là, il y a vraiment une faute grave, quoi. Quelque part, c'est criminel. Donc, puisque c'est une mise en danger, il y a une sorte d'obligation de faire les produits les plus sûrs possibles. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, donc, on peut attaquer, par exemple, pour un défaut de produit. Chez nous, c'est la même chose. En France, quand on attaque Maître Jégu, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur ce qui était avec l'association REVAB sur les vaccins hépatite B et tous les cas de paralysie, etc., fatigue chronique et compagnie, c'est là-dessus qu'on attaque, c'est-à-dire pour défaut de produit. Donc, voilà. Et là, le défaut de produit, ça peut être soit, par exemple, qu'on aurait pu faire un produit plus sûr, mais on ne l'a pas fait, soit, par exemple, qu'il y a un lot défectueux, méningitech, par exemple, ça a été le cas aussi. Voilà. Et là, par exemple, dans les cas, c'est énorme, dans le film, on s'aperçoit aussi que pour éviter qu'il y ait un signalement qui ne remonte avec des lots défectueux, l'industrie pharmaceutique décide, je ne sais plus, je crois que c'est Wyeth, je ne sais plus si c'est Wyeth ou Lederle ou Pfizer, mais ils prennent la stratégie de séparer les lots, de manière à ce que, parce qu'évidemment, si on avait un lot défectueux, que tel hôpital ou telle ville, etc., reçoit le lot, à ce moment-là, on va s'apercevoir que, bon, tiens, là, tout à coup, il
il y a des problèmes de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? Mais s'il y a un cas en Alaska, un autre à Philadelphie, le troisième à New York, etc., sur un même lot, ça ne va pas se remarquer. Donc, ils ont splitté les lots. D'accord. Donc, en fait, sur un lot fabriqué, ils Oui, vont le diviser et le oui, répartir dans plusieurs oui, endroits. oui, C'est plus pour difficilement éviter détectable. qu'il y ait un signal. Alors que dans l'industrie C'est agroalimentaire, machiavélique. euh, il faut obligatoirement pouvoir tracer le produit du Voilà, début de sa voilà. production jusqu'à l'assiette. Là, le vaccin, ils ont tout fait pour mélanger euh, Voilà, les on lots. sépare les lots, on fait une production et on sépare. Et en fait, euh, ça, c'est le seul, et c'est pour ça, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait un article aussi sur les travaux de Corvelva, cette association en Ouais. Italie qui analyse la qualité des vaccins, où ils avaient remarqué que voilà, dans certains vaccins, ils ont retrouvé des virus contaminants. On en parle aussi dans le film, par exemple, hein, et on en a déjà parlé dans les articles aussi. Ça a été le cas au début avec des vaccins polio. Et donc, on peut retrouver des virus qui contaminent les vaccins, des rétrovirus ou d'autres, je dirais, matériels biologiques. Il peut y avoir aussi du matériel de nature toxique. Hein. On a Hmm. déjà publié aussi sur les nanoparticules, mais qu'est-ce qu'on a retrouvé euh, On avait retrouvé même du glyphosate dans certains vaccins, Mhm. enfin bon, toutes sortes de choses. Voilà, ou des lots défectueux, par exemple, des vaccins qui n'auraient pas été bien inactivés, ça c'était le cas avant, ça l'est peut-être moins aujourd'hui. Donc voilà, à partir du moment où on peut attaquer il y a une trop grande quantité d'ADN, etc. Donc, Hmm. il y a plein de choses qui peuvent être cancérigènes, mutagènes, C'est qu'en fait, on ne poser sait plein pas de problèmes. vraiment ce qu'il y a dans ces Voilà. vaccins. Non, non, voilà. Et donc, d'un lot à l'autre, en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'en tout cas, d'un lot à l'autre, chaque lot analysé était très différent. Et donc, ils sont allés ça, je dirais, au niveau national, à l'Agence italienne du médicament, au ministère de la Santé italien, à la brigade de contrôle, je ne sais plus comment on dit, des produits de consommation et des produits pharmaceutiques. Ils sont allés partout. Et chaque fois, tout le monde se renvoyait la balle en disant c'est pas nous qui sommes responsables de vérifier ça. Puis c'est retourné à l'Agence européenne du médicament. Et puis là, on l'a dit, ah, mais oui, c'est l'Allemagne qui approuve les vaccins. Donc en fait, ils sont extrêmement ennuyés. Parce que là, si on peut prouver que les vaccins ne sont pas sûrs au niveau de la qualité du vaccin, on ne parle même plus du débat Ouais. euh, est-ce que voilà, il faut vacciner, pas vacciner, etc. Ou de dommages vaccinaux, mais dire voilà, au niveau de la qualité, il y a des choses qui ne s'y trouvent pas et qui devraient s'y trouver parfois. Par exemple, sur certains vaccins, ils n'ont pas ils n'ont pas retrouvé le nombre d'antigènes qu'ils auraient dû y voir. Donc, s'il n'y a pas le nombre d'antigènes pour vacciner, je veux dire, c'est la base du produit qui Ouais. n'est pas C'est là, même tout pas simplement. l'ingrédient principal. Oui, c'est l'ingrédient principal. Je veux dire, s'il n'y a pas les antigènes, on ne fera pas les anticorps et donc le vaccin ne sera pas efficace. Ouais. À la ligne. Donc, c'est un mauvais produit. Donc, si on peut le jeter, on peut oublier, c'est fini, on ferme le bazar. Ou bien du matériel contaminant et dangereux. Donc voilà, tout ça, je pense, a d'ailleurs donné un coup d'accélérateur dans l'agenda global de la censure, dans toutes les lois qu'on voit, Parce qu'il faut d'obligations. éviter que les gens fassent des rapprochements entre les situations, les événements, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, puisque, et là on tombe des nues, dans ce film 1986, puisque, bon, en tout cas, on avait beaucoup travaillé ensemble avec toi, on avait quand même découvert pas mal de choses. Dans tes articles, tu avais parlé de ça longuement, mais sur ce vaccin de la polio, c'est vraiment ahurissant. C'est que le vaccin qui est censé protéger a contaminé 40 000 enfants. On est en 1955, donc le vaccin inocule la maladie. Le virus était mal inactivé, en fait, dans le vaccin. Oui, mais ça, bien sûr, mais ça, c'est très intéressant de voir en fait le lien entre l'État et, je dirais, les campagnes de vaccination, les campagnes de santé publique, je dirais le contexte politique qui a mené à tout ça. Et quand on y pense, alors ça remonte déjà à la variole.
Et je pense que le problème, il est là. Mais avant de parler de la variole, effectivement, si on revient à la polio, à l'époque de la polio, il y avait énormément d'épidémies de polio. En fait, il y a eu des explosions d'épidémies de polio. Et qui, je pense, étaient dues aussi au nouveau mode de vie, moins bonne nutrition, toute une série de choses. L'utilisation, par exemple, massive, j'en ai parlé aussi dans l'article, de produits comme le DDT, tu vois, des pesticides qui donnaient exactement les mêmes symptômes que la polio, et donc on catégorisait polio, mais qui en fait ne l'était pas toujours. Il ne faut pas dire que la polio n'existait pas, attention. Mais on mettait tous les types de paralysie, on va dire, on mettait ça sous le vocable polio. Et il y a eu cette espèce d'engouement où c'était le progrès. Il fallait absolument qu'on trouve le vaccin contre la polio. Et notamment Roosevelt, si tu te souviens, le président Roosevelt, ça a joué ça a eu un impact énorme dans sa campagne présidentielle. C'est-à-dire que lui avait eu la polio. Bon, après, on a remarqué que c'était Guillain-Barré, mais on va dire, il était un peu paralysé. On voyait, en fait, il était dans une chaise, on ne voyait pas trop, etc. Mais c'était le grand héros. Et donc, il était fort financé et sponsorisé par l'industrie pharmaceutique. Et il y avait des marches, March for a Dime, donc ils organisaient des marches, etc., récolter de l'argent pour financer les études, pour qu'on trouve le vaccin pour la polio. Enfin, c'était vraiment, on l'attendait comme le Messie, ce truc, quoi. Et donc, voilà, effectivement, ça a fait partie il est arrivé à la présidence, et il y avait cette course folle, aussi cette course au progrès dans l'après-guerre, la guerre froide, le contexte de la guerre froide, etc. Il y a eu l'explosion du progrès, tout le monde y croyait, on n'imaginait pas que ça pourrait poser des problèmes. Et il y avait une compétition féroce entre les États-Unis, la Russie, la France, par exemple, pour trouver l'Allemagne, pour développer des nouveaux vaccins. Et donc, et notamment, par exemple, entre la France, il y avait Sabin, qui lui voulait développer un vaccin, je dirais, un vaccin vivant, et Salk et Jungner aux États-Unis, qui eux faisaient un vaccin inactivé. Et donc tous les deux se traitaient les autres de criminels en disant mais voilà les dangers qu'il y avait avec votre vaccin, mais voilà ceux qu'il y a avec vous. Donc à l'époque, en 1955, effectivement, quand est arrivée la nouvelle du vaccin polio, toutes les cloches du pays c'était vraiment l'apothéose. Et ça a été le Graal. Si bien que quand Jungner a alerté un petit peu, parce qu'il s'est très vite rendu compte qu'il y avait un souci sur le vaccin, il n'a pas du tout été écouté ni par le co-découvreur avec lui qui est Salk, ni la CDC, ni les autres organismes. Tout à fait. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le vaccin, ils étaient tellement empressés, le vaccin a été éprouvé en 1 heure de temps, sans les données des essais cliniques déjà à l'époque, mais enfin, ils en avaient fait quand même, sans les données cliniques qui ne sont apparues que l'année d'après. Et donc, voilà, il y avait plusieurs, à l'époque, il y avait moins de géants pharmaceutiques, et donc il y avait plusieurs compagnies qui ont produit ce vaccin, et tout simplement, il était mal inactivé. Donc, si tu veux, le virus, où il se réactivait, et tout simplement, il y a eu, et en fait, partout, il y a eu, aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres pays, dès qu'on a commencé pratiquement chaque fois l'introduction des campagnes de vaccination de masse, on a vu les cas de polio exploser. En fait, il y a eu une augmentation. Ce qui prouve que ce problème lié au vaccin, et au vaccin au pluriel, parce que chaque vaccin est vraiment très différent. C'est comme un médicament et un autre, c'est vraiment des compositions différentes. Le problème date depuis au moins, en tout cas, l'après-guerre, et surtout montre qu'on ne peut pas avoir une confiance indéfectible dans l'industrie vaccinale, dans l'État, puisque là, on voit quand même, en 1955, 40 000 enfants qui contractent la polio à cause d'un vaccin, dont en plus, le co-inventeur a alerté les autorités dès le début, voyant qu'il y avait des soucis. Ça n'a pas été pris en compte. Puis on avance dans le film, donc dans 1986, et puis on avance de scandale en scandale, d'invraisemblance en invraisemblance. On voit
maintenant ce virus Simian 40. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 55 et 1963 avec ce virus? Qu'est-ce qu'il est? Mais ça, c'est nouveau, c'est le problème si tu veux, de la contamination. Donc, c'était un virus de rein de singe, hein. On utilise toutes sortes de choses pour cultiver les virus, Donc, on hein. utilise les reins, les organes des animaux pour cultiver des Bien sûr. virus pour les vaccins, Oui, oui, pour la oui, bien fabrication sûr. du vaccin. Oui, oui, comme on utilise aussi, tu sais, on n'a jamais beaucoup parlé dans les articles, mais quand même du matériel de fœtus avortés, hein, pour pouvoir faire les cultures cellulaires. Donc le ROR, il est fait à partir d'une souche, si tu veux, de cellules qui sont cultivées à partir De de matériel fœtus humain. avortés. Voilà, Ah, ça, ouais, oui, tout à fait, c'est l'ADN fétal. incroyable. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc, oui, écoute, le virus simien, là, le SV40, on pense qu'il a été administré, de mémoire, je ne sais plus si c'est 40 ou 60 millions d'Américains, mais quand même un fameux paquet, et qu'il était cancérigène, tumorigène et cancérigène. Oui, oui, tout à fait. Mais je vais revenir un tout petit peu en arrière par rapport à l'histoire de la polio au début, hein, des premières campagnes polio, et les 40 000 cas que tu as cités, c'est connu dans l'histoire, on va dire, de la vaccination comme étant l'incident Cutter, hein. Et plus tard, on a appris qu'en fait, ce n'était pas uniquement ce labo-là, c'était à peu près tous les vaccins du moment. Oui, donc Cutter, c'est le laboratoire qui avait Oui, fabriqué. On pensait que c'était uniquement lié à ses pratiques à lui. Finalement, oui. pas du tout. En réalité, non. Mais le problème, c'est que sinon, il fallait tout arrêter. Donc, on a blâmé Cutter. Et je retrouve une citation, je cite une phrase que j'avais écrite d'ailleurs dans ce fameux article sur la polio Mhm. euh, qu'on avait écrit, on a publié en septembre 2017. Euh, et donc, où effectivement, hein, on disait les campagnes de 55 avaient probablement provoqué autant de cas de polio qu'elles n'en ont soi-disant évité. Et suite au rapport qui est resté confidentiel, parce que c'est toujours la même problématique, c'est que tous ces rapports restent confidentiels, un membre du Congrès donc avait dit si on révélait que le service de santé publique, aujourd'hui le NIH, a porté atteinte à la santé du peuple américain, les conséquences seraient désastreuses, ça nuirait à la crédibilité de l'institution et cela ne servirait ni la science ni le public. Et en réalité, on raisonne comme ça depuis le day one, depuis ground zero, depuis le tout début. Parce que pour moi, le problème, il remonte à la vaccination contre la variole. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu te souviens, au début, souvent, on fait souvent un rapprochement entre le principe de la vaccination et l'homéopathie, que je trouve qui est très fallacieux. On dit on prend un petit peu du virus et puis on l'injecte et tu développes des anticorps. Et voilà, comme ça, tu es protégé. Et en réalité, ce qui s'est passé au début euh, avec la variolisation, donc avant même que ce soit des vaccins, hein, donc dans des injections dans des aiguilles, effectivement, il y avait, donc on inoculait, on faisait des petites blessures, hein, et on prenait le pus, on extrayait le pus, et on faisait une égratignure, on tartinait un peu de pus de bras à bras. C'est ce qu'on appelait l'inoculation de bras à balle, la variolisation. D'un malade sur une Oui, personne saine. voilà. Et ça, c'est un truc qui est venu de Chine, qui est passé en Turquie et qui a été introduit à la cour d'Angleterre par une dame qui s'appelait Lady Montagu, donc directement dans la famille royale anglaise. C'est par là que la vaccination est arrivée chez nous en Europe, et en disant ça protège. Donc ce système qu'on appelait la variolisation a commencé à se répandre. Le problème, c'est que dans un cas sur deux, en fait, les gens se chopaient quand même la variole. Donc, ça, c'était très, très controversé parce que les gens étaient pris entre le risque d'avoir une maladie épouvantable, disons-le tout de suite, hein, la variole, c'était pas de la blague, c'était pas la rougeole. On mourait dans des souffrances atroces, c'était vraiment Oui, on mortel. confond. Aujourd'hui, hein, on a Oui. l'impression, quand on entend les deux maladies, on les met côte à côte, variole, rougeole, que c'est la même chose. Et la rougeole, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose d'incroyable. Mais, disons, la rougeole,
chez nous, elle était endémique. Donc, il y avait, dans les pays scandinaves, je crois qu'il y avait un cas sur 1 million de décès. Maintenant, ça augmente à nouveau pour des tas de raisons. Mais voilà, on vivait avec en Europe depuis bien longtemps. Maintenant, si tu allais, je sais pas moi, sur les îles Féroé et qu'on débarquait voilà, en un sol vierge, effectivement, ou en Afrique ou dans d'autres populations, ça, voilà. Mais en tout cas, bon, chez nous, la rougeole, c'était rien, soyons honnêtes. Par contre, la variole, c'était dramatique partout. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Jenner, quand il a voulu, quand il a inventé, entre guillemets, le vaccin, c'est-à-dire qu'il a pensé, il a observé qu'il y avait une maladie proche, qui était la vaccine, qui donnait aussi des pustules et qu'on trouvait chez les fermières qui traillaient les vaches. Et donc, il s'est dit, tiens, ça doit être le même truc. On va inoculer plutôt, on va prendre ce qui vient, mais c'est moins grave, si tu veux, c'était relativement bénin. Et donc, en fait, il n'a jamais, en principe, donc, il remplaçait, si tu veux, une maladie par une autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, d'abord, ces premières expériences, elles n'ont pas été si réussies que ça. Hein, donc, il a testé sur son propre fils qui est mort à l'âge de 20 ans, qui était un peu arriéré mental, qu'il a injecté de multiples fois, et d'autres enfants qui ont eu exactement le même sort. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il est allé à l'Académie royale de médecine, les vétérinaires se sont foutus de lui. On dit, mais on sait bien que c'est pas vrai, ça marche pas. Nous, on connaît plein de fermières qui ont la variole et qui meurent de la variole. C'est pas parce qu'elles ont eu le truc de la vache que ça marche. Néanmoins, injecter, entre guillemets, la vaccine, c'était toujours moins dangereux qu'injecter la variole. On est bien d'accord. Donc, il y avait effectivement, c'était moins grave. Donc, ceux qui passaient leur temps à injecter la variole de bras à bras et puis dans toutes sortes de mixtures, parce que franchement, à l'époque, c'était vraiment des mixtures. Hein. Bon, à un moment, il y en a eu on prenait du sérum de cheval aussi. Enfin, il y a eu de tout là-dedans. Et, on remélangeait avec le pus du bras. Enfin, c'était extraordinaire. Mais c'était toujours moins dangereux. Peu importe que ça fonctionne ou pas. Parce que si ça ne fonctionnait pas, on disait, bon, tout de suite, tous les principes se sont installés. C'est-à-dire qu'on disait que c'était une autre maladie, tu vois. C'est comme ce qu'on a fait après. La pharmacovigilance, on met une autre étiquette. Quand tu développes la même maladie que le vaccin, on te balance une autre étiquette. Donc aujourd'hui, avec la polio, on a des maladies qui sont proches, mais ce sont, voilà, on met myélite transversale, machin, etc. Mais il y a d'autres types de paralysie qui surviennent. Revenons à la variole. Le grand truc, c'est qu'évidemment, il a réussi à convaincre le Parlement anglais de financer la production de son vaccin. Et pour les médecins, ça les arrangeait bien parce que, ils faisaient moins de dégâts. Et puis surtout, ça permettait de soigner tout le monde. Au lieu d'avoir un client malade, on avait des populations entières. C'est ça, tout le truc est là. Et les banquiers qui l'ont financé, qui étaient des parlementaires, ben, ça remplissait leur cagnotte. Donc, cette logique d'avoir un produit pour toute une population. C'est-à-dire que normalement, la médecine, c'est essayer d'adapter au cas par cas en fonction de l'état de santé de la personne. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il doit y avoir quand même, bon, en tout cas aujourd'hui, des examens pré-vaccinaux qui doivent être faits sur la personne, puisqu'il peut y avoir des cas exceptionnels où il ne faut surtout pas vacciner quelqu'un, surtout les nourrissons. Donc ça, c'est jamais fait. En tout cas, on voit que c'est pas systématique. Donc, on a ce mythe qui s'installe du produit miracle qui marche pour tout le monde, voilà. tous les types de systèmes immunitaires. Voilà, on met ça, on pense que ça va pouvoir être industrialisé comme ça. Donc, ça commence là. Et ensuite, petit à petit, à chaque épidémie, vient naître l'espoir, le fantasme du produit, d'un vaccin qui viendrait un petit peu protéger tout le monde. Oui, alors ça, c'est complètement fou. Alors évidemment, maintenant, la science a beaucoup progressé. Donc, on sait que le vaccin n'est pas aussi efficace que la maladie, si elle est immunisante. Hein, la rougeole, c'est immunisant. Les oreillons,
Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait la maladie, on ne la refait pas. Ben, la grippe, ce n'est pas le cas. Le coronavirus, ce ne sera pas le cas non plus, puisque c'est la même famille que les virus de rhume. Donc voilà, maintenant, on sait aussi qu'il y a des gens qui sont des non-répondeurs. On peut les vacciner autant de fois qu'on veut, ils ne répondent pas, ils ne produisent pas d'anticorps. Et ça représente quelle proportion, ça, ces gens-là, les non-répondeurs? Ça dépend d'une maladie à l'autre, hein, si tu veux. Donc, par exemple, pour la rougeole, parce qu'en fait, tout le groupe on connaît bien les chiffres de la rougeole, tout le groupe, on va dire, l'histoire d'immunité de groupe, ça a été forgé avec le truc de la rougeole. On considère qu'il y a entre 5 et 10%, maximum 10% de non-répondeurs. Et puis, il y a le problème que l'immunité vaccinale baisse. Donc, certains plus vite que d'autres. Donc, en fait, on n'a pas d'idée. On a publié là-dessus aussi, si vous souviens-toi, un article sur l'immunité de groupe. En fait, c'est un mythe. Hein, c'est complètement un mythe. C'est-à-dire que même si tu vas... Oui, et même si on va regarder, ça m'a vraiment, vraiment fasciné. C'est-à-dire de voir le langage qui est utilisé. Ils n'ont pas compris au départ. Oui, on remarquait que certaines personnes qui n'avaient pas eu la maladie, mais pas eu la maladie, ça voulait dire quoi? Chez qui on n'a pas observé de symptômes. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'avaient jamais été infectés, évidemment, et qu'ils n'avaient pas développé des anticorps. C'est ce qu'on appelle les asymptomatiques. Voilà, on connaît bien le truc. Donc, on pensait qu'ils étaient magiquement protégés par le nombre, si tu veux. Voilà, ça s'arrêtait. Mais non, en fait, c'est pas ça, quoi. Et donc, tu vas voir, même il y avait quelques articles très intéressants qui s'étaient penchés sur la notion vraiment d'immunité de groupe par rapport à la vaccination. C'est un truc magique. On utilise presque le mot, une propriété, confère, voilà. Mais en fait, non. Enfin, je veux dire, donc ça ne marche pas. Et comme dit par exemple Didier Raoult par rapport à des vaccins qui ne sont pas. Pourquoi vouloir faire un vaccin contre une maladie qui n'est pas immunisante? Il a pris le cas avec la malaria. 30 ans pour développer le vaccin contre la malaria, hein, ici chez Glaxo. Il ne marche pas. Non seulement il ne marche pas, il est dangereux. C'est-à-dire qu'il y a le double de décès chez les petites filles, il y a 10 fois plus de cas de méningite, et au bout de 4 ans, on voit qu'en fait, il y a une meilleure immunité, entre guillemets, chez les non-vaccinés que chez ceux qui ont été vaccinés. Oui, c'est vrai que c'est un cas... C'est le fait total. C'est le fait total. C'est révélateur, sur la malaria. Testé en Afrique, etc. Donc, nous, on est là, ici, dans une histoire, idem pour une maladie qui n'est pas immunisante non plus. On est là dans une histoire où on attend le vaccin, comme le vaccin du sida, c'est la même chose. Les candidats vaccins ont aggravé le risque d'avoir le sida. Ça fait 30 ans qu'on injecte des milliards là-dedans. Mais ici, la société doit s'arrêter, on doit mettre des masques, on doit tout arrêter, on doit crouler l'économie, on doit s'empêcher de sortir de chez soi en attendant le miracle du vaccin. Donc, on est dans une folie absolue. On voit que là, on est vraiment à l'apogée de cette pensée, de cette idéologie finalement avec le coronavirus, et on en reparlera peut-être tout à l'heure à la fin, vraiment parce que c'est vraiment assez révélateur. Et puis là, on est au paroxysme finalement de cette logique qui n'a plus de sens et qui effectivement est une fuite en avant permanente. Juste, je reviens parce que dans le film, on avance ensuite. C'est vrai que c'est assez terrible hein, parce qu'on avance d'un cas à l'autre. Tout est documenté, donc on vérifie et on tombe des nues à presque toutes les 5 minutes. C'est terrible parce qu'on pensait manquer de littérature sur le scepticisme, sur le monde de l'industrie vaccinale, en pensant que c'était un monde fait de philanthropes et de gens qui étaient plutôt intéressés par la sécurité des vaccins. Puis finalement, on constate que non. On apprend que sur un des vaccins, il y avait 2 modes de fabrication possibles, un plus sécurisé que l'autre. Donc, si je ne me trompe pas, un qui est acellulaire, l'autre qui ne l'est pas. Et puis finalement, pour une variation de quelques centimes, l'industrie a préféré le vaccin le moins sécurisé. Est-ce que tu peux nous redire ça? Parce que ça montre vraiment à quel point l'intérêt économique est toujours central.
Et qu'en fait, notre déférence qu'on a, nous, en tant que citoyens qui n'y comprenons pas grand-chose hein, sur les produits médicaux, et puis notre espoir que finalement le monde est tel qu'on le pense, bah, ça s'effondre parce que finalement, c'était il y a 30, 40 ans, donc c'est pas si vieux que ça. Et puis on voit que la santé humaine, elle est mise complètement de côté, en deuxième plan, après l'intérêt économique. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu le contexte? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la fameuse histoire qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce. Il y a cette histoire de Memo Pinto, là. Voilà. Donc, C'est ça. au début de la bande-annonce, on voit l'histoire avec la Ford Pinto, qui avait été une voiture qui était dangereuse, qui avait un défaut de fabrication, et où, lorsqu'il y avait un accident, on va dire, on emboutissait la voiture, bah, tout simplement, le moteur explosait et la voiture prenait feu. Il y avait eu, je ne sais plus, je pense, une quarantaine de décès, en tout cas un certain nombre de décès suite à ça. Et était sorti à l'époque, ils avaient, alors très important, ils avaient obtenu ce qu'on appelle un processus de découverte, un procédé, je dirais légal, judiciaire, qui est la découverte, discovery en anglais. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas chez nous. C'est-à-dire que quand l'accusation a, je veux dire, un certain nombre d'éléments suffisants que pour pouvoir vraiment prouver que la partie adverse, là, on soupçonne vraiment que ils ont tort, ils cachent quelque chose, là, ils vont devoir montrer que ils ne sont pas coupables, on va dire, voilà. On peut forcer la partie adverse à remettre l'entièreté de ces documents. Donc c'est Et là où donc, on tombe sur ce oui, mémo. oui, voilà. Et c'est là, ça c'est nouveau, hein. C'est comme l'histoire avec le cas Anna Pauling, le hasard. Donc il y a l'avocat là, Hugo, qui raconte qu'ils parviennent à obtenir ça, parce qu'en fait, dans tous les procès qui avaient précédé, les compagnies pharmaceutiques finissaient toujours par trouver une entente à l'amiable, un arrangement avec la victime, et à dédommager la victime avant d'arriver à cette procédure, au moment où on les acculait à dire oui, mais maintenant il va falloir produire les documents. Et donc, non, à ce moment-là, vite, ils dédommageaient la victime et on enterrait l'affaire, quoi. Hmm. Et donc là, il s'est dit, il y a vraiment un truc louche. Donc là, il s'est repris à 3 fois pour exiger absolument que la partie adverse produise les documents. Et donc, comme il dit, ils reçoivent à un moment un hangar rempli de documents et sort le mémo qui est comme avec la voiture. J'ai fait un coq à l'âne avec cette histoire de voiture, mais où en fait, c'est un document où on voit qu'en fait, ils avaient connaissance d'un système plus sécure, voilà, un moteur, on va dire, plus sécurisé, mais que ça leur coûtait 11 dollars de plus. Voilà, Donc, voilà. c'est pour le Voilà. réservoir d'essence qui devait Voilà. avoir une autre forme ou une conception différente. Voilà. Ça coûtait 11 dollars de plus. La voiture aurait été sécurisée. Et Voilà. finalement, Ford a fait le choix industriel, puisque dans ce mémo, pour résumer, il a découvert, il a calculé le coût que ça allait Voilà. pouvoir lui coûter de Exactement. changer toutes les voitures qui avaient été mises sur le marché et de réparer, donc de faire une Mhm. procédure de remplacement et de rapatriement Voilà, de ces c'est ça. véhicules. Ça a coûté, je crois, 150 millions de dollars, donc c'est dans le mémo. Et par contre, ils avaient calculé le coût en dommages et intérêts à payer aux victimes parce qu'ils avaient fait une espèce de probabilité Voilà, d'accident. tout à fait. Et ça montait à 50 millions de dollars. Donc en fait, Voilà. l'industriel s'est dit 150 millions de dollars, 50 millions de dollars. Il a fait le choix de Voilà. l'argument économique au détriment du nombre d'accidents Tout à fait. Tout à provoqués. fait. Et donc, Et ça, par c'est la contre, même c'est ce qu'ils logique. appellent un tort. Ça, c'est pénalisable parce qu'ils ont mis la vie des gens en danger. Il y a un côté criminel, si tu veux, Et là-dedans. en quoi c'est la même logique qui s'applique à l'industrie vaccinale et qu'est-ce qu'on a comme exemple qui nous le montre finalement? Donc, c'est ce qui s'est passé là avec ce fameux vaccin DT-Coq, si tu veux, où là, le type, il ouvre une boîte au hasard et il tombe sur le Pinto Memo de la vaccination. Donc là, à l'époque, c'était le vaccin. Alors, DTP, quand on écoute DTP dans la vidéo, c'est P, le pertussis. C'est pas polio, c'est coqueluche en La fait. Donc, coqueluche. eux, ils avaient un vaccin triple, diphtérie, tétanos, coqueluche. Et donc, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils ont fait exactement le même calcul pour la coqueluche
et pour ce vaccin avec la coqueluche, parce que c'était surtout la composante coqueluche en fait qui posait problème, et que ça fait bien longtemps, en réalité, 60 ans, qu'ils avaient des moyens de produire un vaccin plus sûr. Donc ils étaient au courant, on va dire, des dommages vaccinaux graves, mais ça leur coûtait un demi-centime de plus par vaccin. Donc à Et ça, partir de c'est là, toujours. Voilà. et la différence, elle se basait sur quoi? Sur le mode de production ou sur les antigènes? Qu'est-ce qui changeait sur ce vaccin? Donc sur ce vaccin spécifique, en fait, le vaccin le plus dangereux, c'est ce qu'ils appellent un whole cell, c'est-à-dire un vaccin à cellules entières, où on avait plus d'effets secondaires, on va dire, qu'avec un vaccin dont en fait on fragmentait la cellule et on n'utilisait qu'une partie de la cellule pour fabriquer le vaccin, quoi. D'accord. Mais ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, par exemple en Inde, on utilise toujours ces vaccins. Chez nous, on n'utilise pas ces vaccins. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a très longtemps hésité chez nous, parce que c'était quand même un peu connu, je veux dire discrètement, mais quand même, que le vaccin contre la coqueluche est dangereux. Et donc chez nous, on utilise assez peu quand même. Bon, il est là maintenant dans le tétravac, etc., Mhm. le pentavac, l'exion, maintenant dans les hexavalents. Mais au départ, on s'est quand même méfié, quoi. Mais oui, alors ce qui est dingue, c'est que quand tu vois, par exemple, si on mettait les infos qu'on a avec ces procédures de discovery, euh, tu vois ce qui s'est passé à un moment, on montre Kennedy dans le film. Mhm. Et on le montre notamment en lien avec l'affaire du Roundup. Le fameux jardinier, etc., Il y a, Monsanto, Bayer ouais, Monsanto, voilà. il y a eu plusieurs Il y a milliards de eu dollars. des compensations, je crois que le premier truc, c'était je ne sais plus combien de centaines de millions. Et là-dedans, il y a ce qu'on appelle une partie qui est un dédommagement, si tu veux, pour qui équivaut, on va dire, à ce qui a été encouru, voilà, qui doit compenser la blessure ou le problème de santé ou voilà, le dommage personnel encouru. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des dommages punitifs. C'est pour ça que, voilà, je veux dire, on était à des histoires de centaines de millions alors qu'on s'est basé au départ sur un cas. Tu remarqueras que cette histoire a été traitée en France, etc. Les Verts, je ne sais plus si c'était envoyé spécial ou des trucs comme ça, ou complément d'enquête. Je me demande si Lise Lucet n'a pas fait un reportage là-dessus, etc. On a interrogé absolument tout le monde, tous les avocats, le jardinier, tout le bazar. On n'a jamais prononcé le mot de Kennedy. Jamais. Parce que ça dérange tout le monde de savoir que Kennedy fait la même chose avec, donc là, il était vraiment dans l'équipe, hein, avec les avocats qui ont fait ça, avec Michael Baum. Ça dérange de savoir que ce qu'il fait avec le Roundup, ils le font aussi avec les vaccins. Ouais, Et donc, avec ça porterait le préjudice. Roundup, ils ont eu, comment est-ce qu'ils ont eu Monsanto? C'est avec un discovery, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des milliers d'emails, de documents papier, de tout, ils doivent tout donner. Et c'est disséqué, ça prend des mois, voire des années. Et là, on trouve le truc où on dit, tiens, on va faire une fausse étude, on fait signer, on s'aperçoit qu'on signe soi-même à la place où il y a des experts dont on met juste le nom, mais qui n'ont même pas fait l'étude, qu'on va pourchasser Serralini, etc. Il y a toute une série de trucs là-dedans qui sont Ouais. hallucinants. Donc voilà, et aujourd'hui, ils viennent encore, comme il avait dit, avec ce qu'on a comme document, comme élément de preuve sur ce processus de discovery. Je me souviens, il y a 2 ans, quand il y a eu le premier cas avec Monsanto pour le Roundup, il a dit on a de quoi en faire plus. Hein. Et effectivement, là, ils viennent d'infliger 10 milliards à Bayer quand même. Pourquoi, oui, c'est très intéressant parce que c'est vrai que Kennedy, on pense à JFK. On avait même oublié qu'il restait des Kennedy. En fait, la famille Kennedy est très, très grande famille. Et puis, on remarque qu'elle est encore très active dans certains combats. Donc Kennedy, là, le neveu du Oui, président, qui aujourd'hui est à la tête d'une association de défense donc des enfants. Il s'appelle Children's Health Defense,
on n'en a jamais entendu parler, en tout cas dans nos contrées, pas beaucoup en tout cas. Apparemment, elle est très active, bosse Oui. beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font depuis ces années? Comment tu les as connus? Et justement, est-ce que ils sont en lien avec Andy Wakefield? Il y a eu ce film 1986, Vaxxed. Sur quoi ils travaillent? Comment est-ce que déjà ils sont arrivés aux mêmes conclusions sur certains vaccins? Et quels sont leurs combats du moment? Oui, oui, oui. Écoute, c'est fascinant, hein. L'histoire de Kennedy, franchement, voilà, c'est même rigolo parce que les Kennedy eux-mêmes, comme tous les présidents, je pense à l'exception de Donald Trump, à l'exception de Donald Trump. Et je ne veux pas dire que je suis pour Donald Trump, mais tous les présidents qui l'ont précédé ont eu des liens très, très étroits avec l'industrie pharmaceutique. Et y compris même, voilà, je pense que Kennedy à l'époque, pour remettre les choses dans son époque, donc John Kennedy, voilà, comme tout le monde, il était pour la vaccination contre la rougeole parce qu'on était dans ce contexte. Il fallait aller sur la Lune, il fallait trouver les vaccins, il fallait. Donc voilà, cette espèce de. Épopée. On ne peut pas leur en vouloir non plus, hein, il ne connaissait pas le dessous des cartes. Mais donc voilà, et donc Kennedy lui-même venait d'une. Donc Robert Kennedy, qui est le neveu de l'ancien président, et le fils de son frère, qui s'est lui aussi, Robert Kennedy, père, s'était aussi présenté à la suite de l'assassinat de son frère. Oui, il a d'ailleurs été assassiné dans Il a été assassiné aussi. exactement les mêmes conditions Tout à fait, tout à fait. que son frère. Donc, lui, en fait, c'est un grand amoureux de la nature depuis tout petit. Et je dirais même qu'il est à l'origine un peu des mouvements écolos aux États-Unis. Donc, lui, son histoire, contre Monsanto notamment, ça a commencé avec le DDT. D'ailleurs, souviens-toi, on avait publié un article aussi là-dessus, je l'avais interviewé. J'ai rencontré il y a 2 ans, quand il est venu au Parlement européen, justement, à un moment où il y avait une commission d'évaluation Ah oui. de la sûreté du Roundup. Il a fait une merveilleuse interview d'ailleurs qui est en accès Ouais, libre aujourd'hui sur le site. ouais, Non, tout à fait. parce que c'est vrai que c'est un fait assez exceptionnel et puis c'est rare de pouvoir rencontrer quelqu'un comme lui. Oui, et donc voilà, et où il avait expliqué qu'effectivement, au départ, lui, c'est un amoureux de la nature et il avait en fait, euh, il avait lu le bouquin Silent Spring d'une dame qui s'appelait Rachel Carson et il avait compris que le DDT c'était mauvais, ça empoisonnait les rivières, les oiseaux, etc. Et donc c'était lui qui était allé voir son oncle président et qui lui avait dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et donc John Kennedy avait invité Rachel Carson et de là, effectivement, ils ont réussi à lutter contre ce qui était déjà plus ou moins Monsanto à l'époque. Donc c'est un combat depuis toujours pour arriver à l'interdiction du DDT, qui est d'ailleurs toujours utilisé dans certains pays. Et donc ça a commencé là. Et en fait, toute sa vie, il s'est battu pour des causes environnementales. Donc aujourd'hui, il était surtout contre les usines à charbon, la pollution des eaux, etc. Donc ça, c'était des sujets qu'il a défendus pendant des années. Et puis là, aujourd'hui, il fait la 5G. C'est le fer de lance de tout ce qui est. C'est vraiment santé environnementale au départ. Et c'est comme ça qu'il a été alerté des dangers du mercure. Parce que c'était les rivières polluées au mercure. Et là, il y a des mamans qui venaient le voir et qui lui disaient mais vous savez, monsieur Kennedy, le mercure, oui, il y en a dans les rivières, et c'est bien de protéger les oiseaux, etc. Mais il y en a dans les vaccins. Et nous, on pense que nos enfants, ils ont eu des dommages vaccinaux suite à l'utilisation d'adjuvants au mercure, donc le fameux thiomersal. Et donc, comme il disait au début, il ne voulait pas en entendre parler parce que lui, il dit, voilà, moi, je croyais en la vaccination, je me vaccinais chaque année, donc je ne voulais rien entendre. Mais à chaque fois, il a eu tellement de mères de famille qui venaient, et à un moment, il dit, il y en a qui sont venus vraiment lui mettre une pile de témoignages, une pile d'études. Il avait l'habitude de lire depuis toujours des études scientifiques, puisqu'on discutait des différents produits, les pesticides, etc. Et à un moment, il a craqué, il a regardé, quoi.
Et là, il s'est dit, là, il est tombé de sa chaise, quoi. Il s'est dit, c'est pas possible. Quoi? Il y a du mercure, voilà. Donc, c'est ça qui l'a entraîné dans l'histoire autisme et vaccination, on va dire. D'accord. Et c'est vrai qu'on le voit assez actif. Bon, en tout cas, son association essaie de faire un petit peu la même chose, hein, par beaucoup de production d'articles. On voit beaucoup. Oui, énorme. Donc là, il a fait notamment, alors par rapport à Merck, sur le vaccin Gardasil, donc le anti-HPV. Donc il a obtenu, il est en procès contre Merck, hein, c'est ces méga procès qui durent des années. Et donc ils ont aussi obtenu un discovery, ce qui est unique depuis des décennies aussi dans les procès pour la vaccination. C'est très très difficile. Donc on attend ça avec impatience. Ça suit son cours, mais bon, voilà, il y a des avocats qui dissèquent peu à peu les documents, etc. Et oui, c'est vraiment devenu aujourd'hui le leader, on va dire, de la résistance, parce qu'on voilà, on pourrait pas dire autre chose. Le leader de la résistance pour la sûreté, je dirais, contre le crime et la corruption de l'industrie pharmaceutique. Parce que, comme il dit, they are convicted criminals, ce sont des criminels condamnés et qui payent chaque année des millions et des millions et des millions et comme on voit qu'ils font pour toutes sortes de fraudes, de pratiques frauduleuses, etc. Pourquoi est-ce que tout le monde sait qu'il y a énormément de fraudes, notamment avec les médicaments, et que tout à coup, quand on parle de vaccins, on imagine que… c'est ça, en fait, il y a vraiment dans l'esprit des gens, et ça, c'est vraiment terrible. Ça, je pense que ça rejoint presque un sujet de neuropsychologie, parce qu'on a dans la tête ancrée chez la plupart des gens qui ne s'intéressent que de très, très loin à ces questions, l'idée que le vaccin est un produit médical à part et qu'il ne doit pas bénéficier de la même suspicion, de la même protection, de la même scepticisme, parce que n'importe quel médicament qu'on produirait n'a pas tout de suite l'aval des autorités, tout de suite l'aval des populations. Il n'est pas tout de suite montré, présenté comme un produit miracle. Le vaccin, c'est ancré dans l'esprit des gens comme étant le symbole du progrès médical, scientifique. Oui. Presque civilisationnel. Et on a Ouais, vraiment tout à fait, tout à fait. aujourd'hui, et on l'a vu avec l'affaire Raoult, qui nous sort un médicament éprouvé, plus vieux que tous les gens qui l'ont critiqué, un médicament qui a 70, 80 ans d'utilisation, face à des produits qui sont tout récents. Je pense au Remdesivir, par exemple, qui est un intraveineux. Donc, c'est vraiment un médicament qui s'administre d'une façon beaucoup plus complexe, qui nécessite du coup une intervention d'un spécialiste de la santé, qui en plus n'a pas eu d'AMM, puisque c'est vraiment un médicament expérimental, qui a essayé d'être refourgué dans telle maladie, puis une autre, donc à chaque fois on essaie de trouver une utilisation. Et puis là, on a un médicament éprouvé qui a été utilisé depuis 70 ans. Donc on voit vraiment qu'il y a eu deux écoles qui se sont… Et c'est vrai que ça pose question du lien de corrélation entre cette idéologie, qui est l'idéologie scientiste, on va dire, on pourrait l'amener comme ça, technoscientiste, qui est vraiment que plus on avance dans les progrès, plus ce qu'on trouve est utile. Ouais. Et c'est cette scission avec ceux d'une ancienne école de médecine, plus pragmatique, on va dire, moins interventionniste, et qui sont plus prêts à utiliser des molécules anciennes. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec les vaccins, le vaccin est vraiment au top du top de cette méthode de pensée. C'est vraiment le produit intouchable. Alors, je vais te répondre parce qu'il y a plein d'éléments qui sont vraiment absolument fascinants dans cette affaire. Alors, effectivement, les vaccins, tout le monde est persuadé que les vaccins, on entend souvent d'ailleurs les politiques, oh, les vaccins sont encore plus testés que les autres médicaments. C'est faux, c'est faux. Bon, moi, j'ai entendu ça répété par des hommes politiques à l'Union européenne, dans des réunions, mais non, ils sont encore plus testés. Ils sont parfois… On y a tous cru. Moi-même, quand Oui, on en est persuadé. Et en fait, effectivement, les vaccins échappent aux tests classiques qu'on impose aux médicaments,
Hein, donc, ils ne sont pas testés contre des vrais placebos, ils ne sont pas testés pour les effets cancérigènes, ils ne sont pas testés pour les effets mutagènes, ils ne sont pas testés à long terme. Il y Alors en qu'on a plein qui a, ont c'est une été petite sur un parenthèse, suivi de 4 jours en moyenne. Plein de vaccins, c'est 4 jours qui sont testés, parfois un petit peu plus, mais donc voilà, c'est vraiment une classe à part, et on les appelle pas des médicaments, on les appelle des biologiques. alors, Alors, c'est je vais quoi te les faire rire. biologiques? Quelle est la Oui, définition? pourquoi je vais te faire rire, je vais te dire, parce que c'est important le vocabulaire qu'on utilise. Attends, je vais te lire une phrase et puis je vais te la traduire. Donc, si je te dis, certains biologiques peuvent entraîner une facilitation immunitaire menant à des effets non spécifiques, en réalité, ça signifie, certains vaccins peuvent aggraver la maladie et entraîner la mort. Mais ça ne fait pas le même effet. Pas du tout. Pas du tout. Donc, on a vraiment toute une logique systématique Voilà. d'euphémisation de la réalité sur ces produits-là. Complètement. Et Tu puis sais que j'étais. d'exacerbation quand c'est de l'autre côté, puisqu'on a vu, bon, pour rebondir un peu avec l'hydroxychloroquine, le nombre d'adjectifs employés pour faire peur, alors que c'est un produit éprouvé, utilisé par presque des milliards de gens, au moins 1 milliard de gens sur Oui. 60, 70 ans, 60 ans. Donc, s'il y avait eu des soucis d'effets secondaires, on le saurait. On aurait eu statistiquement tellement de cas référencés. Et puis finalement, dès qu'il s'agit de vaccins, là, c'est comme si le vocabulaire doit changer. En tout cas, il Ah change. oui, c'est le truc en fait. C'est le truc depuis le début. Depuis le début. Par exemple, quand tu y penses, souvent on dit immunisation au lieu de vaccination. Il a été immunisé. Non, c'est pas parce qu'on lui a injecté un truc qu'il est immunisé. Tu comprends? Mhm. Immunisation n'est pas égale à vaccination, c'est faux. Donc le vocabulaire, c'est vraiment le truc. Voilà, c'est changer les étiquettes, changer le nom du vaccin, changer le nom de la maladie. Enfin, c'est hallucinant. Mais par exemple, moi, ça m'a beaucoup choqué. J'étais il y a eu une réunion, un sommet sur la sûreté des vaccins à l'OMS au mois de décembre, Mhm. pendant 2 jours. Et à un moment, il y avait une des conférences, c'était édifiant, hein, mais il y avait une des conférences qui parlait par exemple des non-specific events. Je me suis dit, ou non-specific effects. Et je ne comprenais pas ce que c'était cette catégorie, tu vois. Je dis, ah bon, parce c'était un truc pour débunker, on va dire, voilà, quelles étaient leurs leur grande victoire. Mathéo, quelles étaient leurs grandes victoires par rapport à. Je reprends dans une minute. Voilà. Par rapport au travail effectué, on va dire, en matière de sécurité vaccinale, oh ben, ils ont réglé la question autisme et vaccination, ils ont réglé le mercure, ils ont réglé l'aluminium. Voilà, tout ça, on a prouvé que tout va bien. Et donc, il restait la question de ces NSE. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est NSE? Et donc, non spécifique, en fait c'est la catégorie dans laquelle on inclut le décès, la mort. D'accord. Avant, il y avait une catégorie qui s'appelait décès. Et puis aujourd'hui, pardon, on a escamoté ça dans un truc, tu vois, les effets non Ces événements spécifiques. non spécifiques, on Non ne sait pas, spécifiques. on les met de C'est pas côté. spécifique. Bon, Et en voilà, fait, c'est ça général. permet un petit peu de laisser le vêtement propre, quoi. La tâche, Voilà. on la met un peu loin. Donc, voilà, c'est comme la facilitation immunitaire. Oui, donc il y a vraiment un glissement sémantique pour associer Ouais. vaccin et progrès, facilitation. On voit souvent qu'on parle de bienfaits. On est toujours sur ces mélioratifs, hein, ces adjectifs mélioratifs. C'est sûr que c'est difficile du coup pour les gens de vraiment penser qu'en fait c'est vraiment l'un des produits médicaux les moins testés, Ah oui, bah oui. les moins mis à l'épreuve. Et en plus, c'est là où je voulais rebondir tout à l'heure, faire cette petite parenthèse, c'est que c'est ahurissant que ce produit-là, médical, ne soit pas mis en double aveugle randomisé, les études qu'on nous a exigées là pour pouvoir juste profiter de l'hydroxychloroquine, qui était un produit sans ordonnance, qui a été vraiment ingurgité par des centaines de millions de gens. Là, il nous fallait, pour attendre, les études randomisées, tout ça. Le vaccin, non. Le vaccin, il n'y a pas besoin d'attendre. Alors, Il arrive toujours sur la table avec son coup de tampon validé, en fait, de facto. alors, ça nous vient des États-Unis, en fait, ce truc. C'est-à-dire que dès le départ, les gens du CDC ont intégré dans leur équipe et ceux qui faisaient des recherches, il faut vraiment lier l'idée de
bioterrorisme ou de guerre biologique, entre guillemets. Parce que déjà, à l'époque, dans les années 40, hein, etc., à la sortie de la guerre, les Américains, ils avaient peur, si tu veux, dans les camps. On a quand même fait des expériences. Il y avait beaucoup de maladies, et notamment avec le typhus, et on testait des vaccins contre le typhus. Et donc, les populations, on avait peur que les maladies, les épidémies soient utilisées avec ce qu'on À des fins militaires. voilà, comme à des fins militaires. Et donc, dès le départ, à Fort Detrix, au CDC, etc., après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, avec l'opération Paperclip, tout ça, ils ont récupéré énormément de scientifiques allemands et qui ont travaillé là-dessus. Et donc, l'idée, c'était qu'on puisse, si tu veux, sauter les étapes qu'on utilise généralement de tests, etc., pour les autres médicaments, en cas de, on va dire, guerre bactériologique ou virale ou quoi, et voilà, de sauter toutes les étapes, exactement comme on le fait maintenant. Hein. Voilà, d'ailleurs Macron l'a dit, on est en guerre, etc., avec les salades de coronavirus. Voilà, et donc c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas besoin, si tu veux, enfin voilà, on n'a pas prévu des mécanismes. Alors normalement, tout ça doit quand même pouvoir, les vaccins doivent pouvoir être évalués après. Donc souvent, ils sont mis sur le marché avec pas grand-chose. Finalement, ils bénéficient d'une sorte de passe-droit. Parce que bon, je veux dire, pour le guerre d'asile, il n'y a pas des épidémies de guerre d'asile. On ne va pas tous mourir du papillomavirus du jour au lendemain. Hein, ce n'est pas la variole. Mais donc, normalement, après, il y a des rapports de suivi. Mais ceux-là sont toujours confidentiels. Ouais. Et puis, on triche dans la pharmacovigilance. Donc, on fait nous office de cobaye. On fait nous office de cobaye. C'est la population de cobaye. Et on remarque, comme tu disais tout à l'heure, hein, cette histoire d'association entre civils et militaires, que la vaccination n'y échappe pas. Et au contraire, dans un document, donc dans le film 1986, où il parle de ce document déclassifié sous l'administration Obama, qui fait le lien. Donc, c'est la CIA qui fait le lien entre la vaccination et ce qu'on disait au début de l'interview, cet outil de propagation de l'influence américaine dans le monde, donc un outil hégémonique, et aussi comme outil de développement technologique des armes biologiques. Enfin, on est sur des intérêts qui sont complètement opposés à la sécurité sanitaire, finalement. Ah oui, non, mais je pense que là, on atteint des sommets là, avec les vaccins sur le Covid. Alors, on ne peut pas dire le vaccin contre le coronavirus, parce qu'il y en a plein de différents, mais il est vraiment particulièrement inquiétant. Est-ce que tu peux nous en dire justement, parce qu'avec ton œil affûté, il n'y a pas un, mais des vaccins, je crois qu'il y en a une quinzaine. Alors, ils ont tous des technologies des plus traditionnelles aux plus, on va dire, modernes et je dirais dangereuses, parce que là, on est sur tu vas peut-être nous expliquer un peu mieux, sur des procédés vraiment très expérimentaux. Donc là, on est vraiment sur le professeur Folding, quoi. Qu'est-ce que tu sais de ce qui se passe en ce moment du développement de ces vaccins? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, on avait financé le CEPI, là. Hein. Donc, il y a un fonds. Tous ces trucs, il faut de l'argent pour que ça marche. Donc, voilà. Donc, il y avait déjà un fonds, si tu veux, de financement des vaccins épidémiques, hein, qui a été démarré il y a quelques années, là, par Bill Gates. Donc, il voyait venir l'affaire, hein, la pandémie, en attendant les grandes déclarations de pandémie, et puis qui ont accélérer effectivement le financement et la production. Ce qui est dingue, c'est qu'on passe pour la première fois dans des phases de production, on les met en production, on construit des usines, etc., sans même les avoir, sans même être arrivé au bout des tests. Ah oui, c'est de la folie pure et simple. Alors, il y a un truc spécifique au coronavirus. Quand on part sur un vaccin, entre guillemets, classique, c'est-à-dire que les vaccins de coronavirus qu'on avait essayé de développer précédemment, je pense par exemple aux épidémies qu'il y a eu, rappelle-moi là, le MERS et le SARS, hein, qui sont des coronavirus. Oui, parce qu'on n'est pas à notre premier coronavirus en plus. Non, mais non. Hein, bon, les coronavirus, il y en a plein. En fait, il y en a toujours. Il y en a en moyenne ce qu'on considérait comme les virus respiratoires qui donnent lieu à des pneumonies, à des décès. Chaque année, on avait 8 à 13% de coronavirus. On disait c'est la grippe parce qu'on ne testait pas.
Mais il y en a plein qui passaient, en fait, c'était des coronavirus. Donc voilà, ce qu'on a vu avec des essais précédents de vaccins, c'est ce qu'on appelle ce système de facilitation de la réponse immunitaire. Donc ça veut dire aggravation, où en fait ils ont testé chez des animaux, notamment des souris, chez lesquels on n'a pas vu immédiatement d'effets secondaires au moment de la vaccination. Par contre, au moment où elles étaient en contact donc avec la maladie naturelle, ce qui est censé se passer, vous êtes vacciné et puis il y a une épidémie de rougeole et une épidémie de coronavirus, il circule. À ce moment-là, il y a eu une sorte d'emballement immunitaire, c'est-à-dire une tempête de cytokines. Et le système, en fait, le système surchauffe, le système immunitaire surchauffe et ça peut produire à des déficiences organiques et à la mort. Donc, clairement, c'est extrêmement dangereux. Donc, ça, c'est pour les vaccins. Et donc, au départ, quand on a parlé vaccination, même des grands pro-vac qui pourchassent les dits anti-vaccins, etc., qui sont des développeurs de vaccins, etc., on dit attention, on va en faire un, mais on ne peut pas en faire un en 2 temps, 3 mouvements, parce que quand même, il faut quand même faire attention à ce phénomène, quoi. Qu'on appelle de nouveau avec un beau mot la facilitation immunitaire. En fait, tu vois, c'est comme le mot adjuvant. Un adjuvant, c'est quoi? Il y a l'idée de aider, adjuvare, aider en latin. En fait, qu'est-ce que c'est on ne devrait pas appeler un adjuvant, c'est un agent irritant. Quel est le rôle de l'adjuvant? Pour accélérer C'est d'agresser. C'est un facteur, un agent agressif. Ouais, qui disent Un pour agent d'irritation. Et c'est pour ça qu'on arrive dans une irritation des problèmes chroniques, des irritations chroniques du système immunitaire qui est irrité en permanence. Voilà. Mais je reviens au vaccin Covid. Et je pense que le plus hallucinant dans cette histoire, c'est ce qui est en train de se passer avec les vaccins dits génétiques. On appelle les vaccins OGM maintenant. Oui, oui. Donc, c'est le vaccin Moderna qui est bien parti, dès le départ, en fait. Je pense que c'est celui-là qu'ils veulent avoir aux États-Unis. Et il y a aussi un autre vaccin en Europe fait par CureVac en Allemagne. Et là, c'est un vaccin donc, qui n'a plus... En fait, c'est plus un vaccin. On ne devrait pas l'appeler un vaccin. Parce que le vaccin, le principe, c'est on administre de manière activée ou inactivée ou recombinée, etc., mais on administre un antigène, donc qui est celui de la maladie, l'antigène de la rougeole, l'antigène de la polio, par exemple, et pour obliger le corps à faire une réaction et produire des anticorps. Ici, on n'administre pas nécessairement un antigène, on envoie un message ARN, on injecte du matériel génétique qui va ordonner aux cellules de produire certaines choses pour aller, entre guillemets, se défendre contre le virus ou la maladie. Donc, pour bien comprendre, traditionnellement, le vaccin, si on met une version inactivée, désactivée d'un pathogène pour que le corps ait l'impression que c'est un pathogène et puisse lui-même réagir. Voilà, bon, on peut encore imaginer la logique. Ouais. Là, on parle de nouveaux vaccins où c'est un agent qui va orchestrer, donc qui va mettre de l'ARN messager, c'est ça. Ordonner au corps une certaine action. Voilà. Donc, en fait, on prend le contrôle, si tu veux, du fonctionnement de notre génétique. Sachant qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui bien utiliser les fameux ciseaux CRISPR, quand les grands fabricants veulent déjà changer le génome des plantes en découpant ça et là les choses. On ne sait vraiment pas le maîtriser. Bon, c'est encore au stade expérimental. Voilà. Là, on est vraiment dans l'application de cette logique sur les vaccins. Oui, tout à fait. Et donc, quand c'était intéressant parce que le sommet à l'OMS en décembre, c'était le 2 et 3 décembre 2019, donc il n'y a pas si longtemps, sur la sûreté des vaccins. Il y a moyen de retrouver ça en ligne, d'ailleurs, tout a été enregistré. C'est passionnant, il y a 15 heures à voir, mais à chaque minute, voilà, c'est comme le film, là, à chaque minute, tu tournes ta chaise, quoi.
Mais donc là, par exemple, quand ils parlent des nouvelles technologies de développement de vaccins et de la sécurité des vaccins, ils disent, bon, ben voilà, ça c'est une technologie qui va être difficile à introduire pour la bonne et simple raison. Donc il vaut mieux, entre guillemets, pour les nouveaux vaccins, utiliser des techniques déjà connues, hein, et avec les adjuvants, et les nouveaux adjuvants, et voilà, il y en a d'autres où on recombine Sanofi, ils vont prendre le virus de la rougeole, comme tu dis, ils insèrent une partie de coronavirus dedans. Voilà, il y a toutes sortes de techniques. Mais donc là, ils ont dit, bon, ben voilà, ça c'est une technique tout à fait expérimentale et qu'on va avoir, entre guillemets, du mal à faire passer, à faire accepter au niveau des agences comme l'Agence européenne du médicament, etc. Notamment aussi parce que ça pose des questions de bioéthique, parce qu'il y a tout le corpus normalement législatif qui doit offrir des garanties. Tu sais bien qu'on ne joue pas comme on veut non plus en principe, voilà, avec la génétique, quoi. Et donc dans tout ça, on est censé normalement devoir soumettre tout ça à des comités d'approbation au niveau de la bioéthique. Est-ce que c'est le cas là? Avec le coup de la pandémie, c'est la guerre, la catastrophe, la sécurité, ça passe avant tout le reste, et donc fini la bioéthique. Donc maintenant, on n'a plus besoin de ça, on passe au-dessus de tout. Donc ils ont On passe réussi à au-dessus faire de tout. sauter les verrous Oui, de tous, protection. absolument tous. Absolument tous. Et ce vaccin de Moderna, donc il saute également les étapes sur les animaux, on n'aura pas de recul, ça c'est clair. Et pour l'instant, les premiers sujets qui ont été vaccinés, qui sont évidemment tous des gens en super santé, hein, on ne commence pas les volontaires en super santé, il y en a, je pense pour le Moderna, environ la moitié qui ont eu des effets secondaires assez graves que pour que ça mérite un suivi hospitalier. Donc, malgré ça, ils ont décidé de Ça, poursuivre. c'est une info officielle. Oui, 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 oui. Ah ben, ils n'en font pas la pub, mais c'est les mêmes. Tu vois, qui financent la production du vaccin, qui financent les études, qui financent tout. Quand tu vois l'histoire avec le remdesivir et la chloroquine, etc., si tu remontes les études du Lancet, par exemple, hein, la fameuse étude du Lancet, Qui on était a utilisé des complètement fausses frauduleuse. données, et puis il y a eu l'étude du Lancet, et puis il y a eu toutes les autres études de Recovery, Discovery Dont on n'a pas et entendu. Solidarity. Donc Solidarity, c'était le truc international, et de Solidarity, on a fait des études au niveau européen, français, etc., hein, avec le bras hydroxychloroquine, avec des surdosages. Parce qu'on était. Exactement. Alors, on a une recommandation qui sort en réalité, qui vient plus ou moins de l'OMS, parce que c'est à l'OMS et Solidarity qu'ils ont plus ou moins fait la conception de l'étude, si tu veux, avec ces dosages élevés, excessifs. Hein, pour moi, c'est véritablement criminel. Hein, parce que ils ont Ah bah là, mis. on est sur un dosage, en tout cas, Ouais, on est à 2400 mg dans les premières 24 heures, ce qui est 4 fois plus que ce que préconise l'IHU de Marseille, et oui, ce qui est au-dessus voilà. du dosage maximum recommandé par l'AMM. Donc on est sur un Voilà, dosage toxique. tout à fait. Mais par qui est financé ceux qui ont conçu, si tu veux, ce truc Solidarity, bah, par l'équipe de Gates. Si tu vois le Lancet appartient au groupe Elsevier. Le groupe Elsevier, tu remontes un étage au-dessus, on est à Relix. Mhm. Voilà, on remonte au-dessus, on est à BlackRock, et on remonte au-dessus, on est à Gates et compagnie. Donc, d'un côté, tu as les mêmes mecs qui financent les vaccins, parce que bon, quand tu remontes à Gates, il y a C'est le ça. vaccin d'un côté, les études sur l'hydroxychloroquine, et si tu prends le remdesivir, On a eu idem, tu fais le Gilead. même chemin, Gilead, voilà, BlackRock, je crois, ou Relix, et voilà, et tu remontes le truc, et tu arrives toujours, donc c'est pas compliqué, tu, tu tires la ficelle dans le sens que tu veux, quoi. Là, On est fou, on est fou, on est fou alliés.
On est fou allié d'avoir les mêmes personnes qui Exactement. créent le problème, qui créent la pandémie. Alors, je ne dis pas qu'il y a… Dans n'importe quelle administration publique, ce serait un conflit d'intérêts majeur qui ne permettrait pas du tout à un administré de continuer avec ses fonctions. C'est sûr que d'avoir quelqu'un qui est et à la fois producteur de contenu scientifique et en même temps financé par d'autres qui ont des intérêts dans des entreprises concurrentes, le conflit d'intérêts est le minimum des chefs d'accusation. Donc c'est Je sûr veux dire, que… en plus, ils étaient dans le comité d'organisation de la préparation à la pandémie. Ils ont Gates, etc. Ils ont financé, tu sais, Neil Ferguson, l'institut, comment ça s'appelle en Angleterre, l'Imperial College, donc qui ont fait des prédictions qu'il y allait avoir 60 millions de morts. Exact, sur le fameux modèle d'un Le mathématicien qui modèle a s'avérait été faux. financé par Gates, idem aux États-Unis, l'IHME financé par Pour Gates. la petite anecdote que les gens ont Ouais. peut-être oubliée, c'est que le concepteur, le papa de ce modèle mathématique, hein, c'est Oui, Ferguson, hein, c'est ça, hein, oui, oui, c'est ça. a été assez, de manière assez burlesque, chopé chez lui avec sa maîtresse, qui avait brisé le confinement qui avait été instauré quelques jours avant en Angleterre. Donc c'est assez Oui. cocasse qu'on est, entre guillemets, sermonné et encadré par des gens qui ne respectent même pas les enseignements qu'ils nous imposent. Et je Claire. pense qu'ils n'y croient, je pense qu'ils n'y croient même pas, tout Ah non, simplement. mais en plus, ce qui est dingue, c'est que c'était toujours le Ferguson au H1N1. Donc, ce mec s'est royalement planté, mais royalement à l'époque du H1N1. Et même encore ça, je vais te dire, avec Creutzfeldt, Jacob et le Maladiov, les trucs de la vache folle, ils ont abattu je ne sais pas combien de cheptels de bovins en Grande-Bretagne, mais des milliers, alors que c'était encore… Donc, c'est un spécialiste des faux chiffres. Des grandes annonces de catastrophes et on garde le mec, on continue à financer. C'est Oui, dingue. Et c'est vrai alors, on que finance évidemment toutes les solutions aussi. Hein. Donc, bon, voilà. Euh, c'est quand même hallucinant. Même les Américains finançaient des travaux à Wuhan jusqu'au mois d'avril. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire et à faire. Je pense que Voilà. ça mériterait encore une émission de Oui, 24 heures pour tout remettre. Parce que c'est vrai qu'il y a une difficulté aussi par rapport à la crédulité des gens et leur incrédulité à se pencher sur ces questions-là, puisqu'elles nécessitent quand même d'admettre certaines choses inadmissibles. C'est inadmissible de se dire, comme quand on le voit dans ce film 1986, qui est très difficile à admettre, hein, même pour nous qui travaillons à Nexus et qui avons déjà abordé ces thématiques, vu des scandales dramatiques, hein, bah, c'est toujours incroyable, inadmissible d'admettre que depuis 60 ans au moins, et puis toutes les données qui sont comme ça déclassifiées, l'industrie pharmaceutique n'a d'abord de priorité que son intérêt économique. Et si le produit fabriqué est de bonne facture, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais ça leur est égal en fait. Et finalement, avec cette crise du coronavirus, le parallèle que tu suggères est vraiment intéressant et inquiétant, nécessite que chacun prenne ses responsabilités individuelles au moins, de s'intéresser à ces questions, de ah comprendre oui. ce qu'on veut nous injecter, puisque finalement, ça ne va pas être sur la base du volontariat. Aujourd'hui, les masques, ils nous les imposent sous couvert de fortes amendes derrière qui peuvent ruiner des gens. Oui. Demain, le vaccin va sûrement prendre le même chemin d'obligation, puisqu'on a associé, et ça c'est merveilleux Ça, c'est clair. d'orwellisme, on a associé retour à la vie normale et vaccin. Oui. Personne n'a prouvé pourquoi l'un allait provoquer l'autre. Est-ce qu'il y a vraiment un lien de corrélation entre le vaccin et la bonne santé et la protection? Ça, ils n'ont pas besoin de nous prouver. Par Et contre, sur une promesse tout à fait hypothétique. Je veux dire, hypothétique, regarde le vaccin contre le sida, regarde le vaccin contre la malaria, 30 ans. Alors, on fait 30 quoi? ans. On met des masques pendant 30 ans? 30 ans. Voilà. Quel est le retour à la normale possible Ouais. si jamais le vaccin ne prouve pas son efficacité? C'est hallucinant. Il n'y a pas un politique qui ose poser cette question. Enfin, c'est dingue, Je c'est pense qu'on est dans la absolument sidération. dingue. Et par contre, ils ont déjà leur immunité. C'est-à-dire, Bill Gates a dit, il est clair qu'il y aura des problèmes et des accidents vaccinaux. Donc, nous voulons avoir, et c'est pour ça qu'à un moment, ils ont parlé du risque, tu sais, la facilitation immunitaire. Et Hmm. donc, on a vu à un moment
quelques experts s'exprimer sur le sujet en disant oui, mais il faut faire attention. Pourquoi? Parce que ça leur a permis d'avoir d'emblée les garanties comme quoi, en cas de problème, ce ne serait pas là, il y aurait une forme d'impunité. Si tu veux. Donc, Bien sûr. personne, bien sûr. si on se fait vacciner contre le Covid et qu'on meurt ou qu'on a je sais quoi, ce n'est pas l'industrie qui payera, ce ne sont pas les fabricants qui Ils vont sont payer. déjà de facto exemptés de leurs responsabilités, puis on le voit depuis À l'avance. 1986. C'est vraiment la continuité d'une logique qui n'a même pas d'antécédent, puisque aucune industrie n'a jamais été exemptée a priori de sa future production. C'est hallucinant. Et alors on injecte, je veux dire, les gens sont dans une situation économique vraiment exsangue de pire en pire. Je veux dire, il faudrait d'urgence tout rouvrir, soutenir les petits, les moyens indépendants, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des télétons et des je sais pas quoi pour donner de l'argent au vaccin. Enfin, à ceux qui nous véritablement, on récolte des fonds pour ceux qui nous volent. C'est dingue, je veux dire. Voilà, il y a des gens qui doivent se retrouver en prison. Et il y a des procès. J'ai parlé tout à l'heure on a parlé de Kennedy, mais vraiment là-bas, je pense qu'il y a des gros procès qui vont bientôt être annoncés, des plaintes en justice contre des géants de l'industrie, notamment pharmaceutique, pour tout ce qui est fraude, collusion, corruption, monopole, abus de pouvoir, etc. On a l'impression, en tout cas d'ici, puisque c'est sûr qu'on entend moins ce qui se passe aux États-Unis, et puis tous ces articles sont souvent en anglais, que l'administration Trump est en train de travailler contre l'intérêt de l'industrie pharmaceutique, pour X raisons, et vraiment à cœur de protéger un peu plus la population américaine. Est-ce que tu partages ce point de vue que les anciennes administrations américaines? Bon, c'est clair que les démocrates, je pense que si Clinton avait été élu il y a 4 ans, on aurait déjà vraiment ils auraient en tout cas avancé dans l'agenda global de la vaccination et on aurait eu une loi fédérale d'obligation vaccinale et de suppression des exceptions religieuses, etc. Donc clairement, les démocrates, bon, et puis Clinton, ils ont des intérêts, ils ont des fonds pour la vaccination et compagnie. Biden et tous les autres démocrates, c'est la même chose. Donc c'est vrai que là, Kennedy est entre guillemets en porte-à-faux par rapport à ses proches, sa famille, le cercle d'où il vient. Mais voilà, c'est un type honnête. Il défend la vie et la justice. Et puis, du côté de Trump, lui, on le sait, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui à l'époque parce qu'il avait un enfant qui a lui-même subi des dommages vaccinaux et qui est sur le spectre autistique. Et donc, il avait annoncé, d'ailleurs, il a annoncé ça au moment où il est arrivé à la Maison-Blanche. La première chose qu'il a annoncé, c'est qu'il allait créer une commission d'enquête sur la sûreté des vaccins, et notamment sur le lien entre l'autisme et la vaccination, à la tête de laquelle il voulait nommer Kennedy. Ça n'a jamais eu lieu, donc c'est Bill Gates. Il voulait que Kennedy soit Oui, donc un républicain avec un démocrate. Mais là, on voit tous les deux au service d'une cause juste, qui était voilà, la protection de la santé de tout un chacun. Et très peu de temps après, il a reçu la visite de Bill Gates, qui l'a manifestement convaincu de renoncer à son projet. Donc voilà, je pense que malheureusement, les républicains, entre guillemets, disons qu'il y a une partie des républicains qui défend un petit peu les libertés religieuses, etc. Donc il y a un certain soutien du côté des républicains sur l'agenda plus de la liberté vaccinale. On a vu Trump avec la chloroquine, ce qu'il a fait. Et bon, et voilà, et en fait, c'est vraiment des gens de chez nous. On a poussé des infos pour leur faire parvenir des infos utiles aux Américains. Malheureusement, je pense qu'ils s'imaginaient au début pouvoir faire un peu tout ce qu'ils voulaient en tant que président. Et puis bon, on arrive, on est dans un contexte, ils sont quand même très très tenus.
Je ne sais pas, on va voir si toutes les affaires Epstein et au-delà d'Epstein, s'il y a des choses qui font sauter, entre guillemets, des grosses pointures, ça pourrait peut-être changer, un certain nombre de choses. Le problème, c'est qu'en fait, souvent, ils donnent d'un côté et puis ils donnent de l'autre. Ça Donc, brouille les cartes. et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il s'est maintenu pendant 4 ans, c'est qu'il fait un pas à droite, mais il fait un pas à gauche. Donc là, il a dit, je retire l'argent de l'OMS. Magnifique, excellente décision. Et d'ailleurs, 4 ans auparavant, au début de son mandat, il avait déjà retiré le soutien à toutes les opérations de USC, des plannings familiales, hein, toutes les opérations d'avortement, etc., dans le tiers-monde, hein, donc de stérilisation, contraception, avortement. Donc là, il a retiré effectivement la participation des États-Unis de l'OMS, mais par contre, il y a l'opération Warp Speed, où on finance Gavi et la production accélérée des vaccins Moderna. Et là, c'est en lien avec l'Intel militaire, parce qu'évidemment, le truc, c'est d'arriver dans une société de surveillance à la chinoise, avec tout le tracking, etc. Oui, Donc, il y a un il y a spectre assez dramatique derrière, c'est cette société technoscientifique ouais. avec tout le tracking, la technologie au service de la On va surveillance. dire que c'est la Chine capitaliste, en fait. C'est le degré de contrôle, de censure et de surveillance de la Chine allié au capitalisme. Oui, on se moquait de la Chine il y a quelques années en découvrant leur nouveau système de points. En fait, ça y est, hein, on y est, hein. Ah oui, tout à fait. On a franchi les premières étapes, Oui, ouais. effectivement. Alors, Voilà. Oui. pour finir, parce qu'on a fait on a fait vraiment un Oui. bilan assez large, je te remercie. En tout cas, ça va permettre à ceux qui n'auront pas l'occasion de voir ce film, parce qu'il faut le dire, c'est un film qui n'est pas en accès libre pour l'instant. C'est un film qui a nécessité beaucoup de production. On voit qu'il y a des moyens. C'est sûr qu'il ne va pas y avoir les apports du CNC derrière, hein, pour aider ce genre de film. Donc, C'est ça, hein. un C'est film plutôt payant. l'inverse. Il a été attaqué au départ, Ah la oui, plateforme, un peu bien de sûr, flou. bien sûr. Donc, on comprend évidemment les enjeux aussi, bah, de l'autre côté, toujours les enjeux économiques pour faire valoir une information de qualité. Donc, pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de se payer le visionnage du film, effectivement, au moins là, ils auront les arguments les plus intéressants. On va mettre un maximum de liens déjà sur le film, sur les autres éléments qu'on a abordés qui pourront déjà permettre aux gens de creuser de leur côté sans débourser un centime. On va essayer de mettre un maximum d'articles aussi que tu as fait toutes ces années en accès libre, voilà, sur notre site nexus.fr. Ça aussi permettra de comprendre un peu mieux ce dont on parle. Et puis, est-ce que tu peux nous dire d'ores et déjà bah, quel est ton prochain article? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sous ta plume bientôt? Ouf. Je vais revenir 30 secondes par rapport au film. Sur le site, il y a donc tous les documents, il y a beaucoup de documents dont on parle, que ce soit des études ou des documents, des témoignages en justice, des décisions de justice, etc. Donc sur le site du film Il y a déjà ces documents 1986diac.com, en les accès libre. documents sont consultables. Donc les gens qui veulent les documents, s'ils n'ont pas l'argent, ils peuvent quand même aller consulter les documents. Je mettrai le lien en Et dessous. puis avec Andy, je lui ai demandé s'il pouvait éventuellement faire des mini-sujets. Et donc, il y aura peut-être des mini-clips pour attendre encore un petit peu, mais qui seront là en diffusion libre. D'accord. Et comme ça, on pourrait éventuellement parfois reprendre un sujet à fond, comme on vient de le faire aujourd'hui, Exactement. tellement c'est riche. D'accord. Voilà, voilà. Donc, oui, oh, ben, écoute, dans les prochains articles, évidemment, je n'ai que les histoires d'agenda global, de sûreté des vaccins. Voilà, on a fait un chouette article, si tu te souviens aussi, sur le directeur de l'OMS. Hein, voilà, Alors ça, c'est un article qui est déjà en accès libre, effectivement. On remettra aussi le lien. Donc, tu nous as fait un très bon article sur, comment il s'appelle, Ted Ghebreyesus, le oui, président de l'OMS, qui oui, se vantait de nous faire des leçons, puis finalement qui a un passé assez trouble, en lien avec voilà, une organisation classée comme terroriste dans son pays d'origine.
Et puis, tu nous as déjà remis tellement d'informations, donc on va remettre le lien sur ce Nexus gratuit spécial déconfinement, où déjà on a quand même de quoi tomber des nues, c'est le cas de le dire, et puis apprendre pas mal de choses sur cet environnement-là. Et puis aussi découvrir plein d'aspects positifs, puisque finalement, je pense que ce qui fait peur par rapport à ces maladies, bon, aujourd'hui c'est le coronavirus, demain ce sera autre chose, puisque finalement derrière, c'est la peur de la mort. Je pense que c'est vraiment focalisé sur le meilleur médecin, c'est le corps humain. Et renforcer son système immunitaire, finalement, c'est la voie royale, plus rapide, plus facile, moins coûteuse pour lutter contre les maladies, plutôt que de se vacciner, ou je dirais même prendre de l'hydroxychloroquine. Puisque finalement, beaucoup de médecins nous ont témoigné que dans les cas des maladies saisonnières, comme la grippe, ils avaient constaté une énorme réponse positive du corps lorsqu'on le stimule pour renforcer son immunité, avec des produits très simples comme le zinc, le magnésium, la vitamine C. Bon, on a le docteur Mena qu'on a interviewé, et l'interview est en accès libre sur Nexus. Il nous donne déjà toutes les pistes qui nous permettent d'être un peu plus fort contre tout ça. Donc, c'est peut-être finalement la seule solution viable et saine pour redevenir un peu souverain. Moi, je pense qu'il faut. Alors, prochainement, c'est sûr, on parlera de Kennedy, on parlera de ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, je pense qu'il y a des gros morceaux qui arrivent. Voilà, il faut s'accrocher, il faut bien suivre ce qui se passe là-bas. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marc. Je pense vraiment qu'on est au point où nous sommes prêts pour un nouveau modèle global de la santé. Voilà. On ne va pas développer, mais vraiment. On le fera autant que possible. Je pense qu'on aura d'autres émissions pour en parler. Ce sera un modèle plus harmonieux, plus naturel. Merci en tout cas, Santa, pour ces précieux temps que tu nous as donnés et toutes les informations que tu as accepté de nous partager. J'espère te retrouver très bientôt, en tout cas dans le magazine et puis en vidéo, parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire dans les prochaines semaines. Mais oui, écoute, c'était vraiment, on devrait le faire plus souvent. C'était vraiment un grand plaisir. Et puis bon, voilà, j'aime bien de publier. Merci de me donner l'occasion de publier dans Nexus. Il n'y a pas beaucoup de magazines. Voilà. Vous êtes à peu près les seuls à faire autant, voilà, sur la vaccination, à ne pas me censurer non plus. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez compliqué à aborder pour un média indépendant, parce que derrière, on ne s'en sort pas forcément indemne en termes d'attaque ad hominem, et on en fait les frais aussi certaines fois sur les réseaux sociaux, sur Wikipédia, avec qui on est toujours en procès. Pas forcément sur ce point-là précis, mais ça fait partie d'un espèce de gloubi-boulga qu'on nous reproche, parce que dès qu'on aborde des sujets un peu sceptiques, critiques sur des choses qui sont symboliquement intouchables, on a toute une intelligentsia, et puis bon, les seconds couteaux derrière, les gens lambda qui veulent défendre un petit peu leur paradigme aussi. Ça se comprend. Donc, à nous de proposer un autre paradigme dans lequel il y a la place pour tout le monde, et puis surtout pour le débat, parce que je pense que c'est le principal. Tout à fait. Merci, Marc. à bientôt. Oui.